là, j'avais l'impression que, partout où j'allais, j'étais la star, quoi, tu vois, et les gens changeaient de comportement avec moi. Ça, je me suis dit, mais je vais pas y arriver. C'est là que je me rends compte que le personnage, en fait, de Camaro est ultra clivant. Comme si j'étais Eminem, ou alors qu'on parle d'une chanson qui s'appelle Femme Like You, qui est fait pour faire danser les gens. Je savais pas du tout que le fin fond de l'histoire, c'est que mes parents allaient récupérer les papiers à l'ambassade pour pouvoir fuir vers le Canada. J'ai gardé ce souvenir d'une fuite, quoi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause. Que vous soyez fidèle depuis le début ou que vous découvriez Pause aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à liker et à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci beaucoup et passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a vendu des millions de disques, rempli des zéniths, fait danser toute une génération. À 24 ans, il était en tête des charts numéro 1 dans plus de 20 pays. Son tube tournait partout, dans les clubs, à la radio, jusque dans les cours de récré. C'était l'époque des clips saturés, des chaînes en or, des refrains qu'on connaît encore par cœur. Il avait tout, la gloire, l'argent, la reconnaissance. Et pourtant, il a tout arrêté. Sans fracas, sans scandale, juste le choix de se taire pour mieux s'écouter. De quitter la lumière pour chercher le sens et pour mieux revenir. Aujourd'hui, derrière l'icône des années 2000, il y a un homme apaisé, un artiste, un producteur, un entrepreneur, un père. Quelqu'un qui a compris que la réussite ne vaut rien sans alignement. Le temps d'une pause, il nous emmène dans les coulisses de ses succès, de ses excès, de ses doutes et de ses différents projets. Bonjour Camaro, ou bonjour Cyril Camaro. Moi, t'es mon pote, donc je te dis Cyril, mais comment tu... C'est les deux, il y a des gens qui m'appellent Camaro et il y a des gens qui m'appellent Cyril. Et comme t'es le plus à l'aise. Ouais, mais c'est vrai que souvent dans ton cercle d'amis, tout le monde t'appelle Cyril. Ouais. Ça arrive de... Je pense pas que ta maman t'appelle Camaro, ton papa. Non. Donc, d'ailleurs, tu vois que évidemment les gens qui savent que tu t'appelles Camar, on comprend que le K peut-être vient de là, et donc le Mar aussi. Donc t'as fait des longues études de marketing pour trouver Camar. Non, du tout. T'as hésité avec quoi? Alors c'était quoi ton... Même pas, je t'avoue que j'y ai pas beaucoup réfléchi. En fait, j'avais un premier groupe de rap avant que je lance ma carrière solo, qui s'appelait LMDS, et dans lequel je m'appais Lyric. Donc c'est ça, j'adore. C'était Cyril à l'envers, et qui faisait Lyric. Et quand je suis parti pour démarrer ma carrière solo, je me suis pas cassé la tête. Au lieu de prendre mon prénom, le mettre à l'envers, j'ai pris mon nom de famille et j'ai ajouté un O. Voilà. Tu sais, dans l'introduction, je parle de ces moments-là. En particulier, il y a un titre, tu vois, emblématique, iconique, qui était Femme Like You. On est en 2004, c'est un des titres de l'année. Tes chansons de l'année, je crois, de Energy Awards, qui est comme une réputation très forte pour le monde francophone. C'est combien de titres t'as vendu? 2 millions ou 5 millions. 5 millions. Ouais. D'accord. Donc c'est massif. Et pourtant, je suis sûr que c'est pas vraiment comme ça que tu as envie d'être défini. Un titre, il y a plus de 20 ans de ça. Je le fais parce que c'est aussi la manière dont une partie des gens te connaissent ou se souviennent de toi. Toi, à quel point t'en peux plus de ça? J'ai pas de problème avec ça. Les fans, tu sais, la plupart des artistes qui ont eu ce qu'on appelle les One Hit Wonder, ils ont eu des carrières très courtes, avec une chanson qui a été connue. Ils ont probablement eu jamais l'occasion de faire un album. Moi, j'ai fait un premier album qui a été triple platine, un deuxième qui a été double platine. Donc les fans de Camaro connaissent l'ensemble de mes 2 premiers albums, mais c'est vrai que le très 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 grand public connaissent essentiellement cette chanson-là, mais je le vis pas mal du tout. Au contraire, je n'ai que de bons souvenirs et beaucoup. Ça a été un apprentissage aussi incroyable. Il n'y a pas un moment, tu t'es jamais dit, tu sais quoi? Moi, c'est arrivé, je connais des artistes qui ont dit, je veux plus jamais la chanter, cette chanson. Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de relation compliquée. Autant j'ai pu avoir une relation compliquée avec le Star System, avec la vie de pop star, etc. Mais pas, j'ai pas de souvenir d'avoir eu un ras-le-bol ou que ça me saoule ou que ça me gonfle à un moment donné, que les gens me parlent tout le temps de cette chanson ou me la chantent ou ramènent en permanence à ça. Après, ça m'empêche pas, moi, d'exister, même musicalement, en faisant d'autres choses et en créant d'autres projets. Le côté créatif, elle vient d'où? Tu t'étais quand t'as écrit ça?
J'étais très très tard ou tôt, dépendamment de comment les gens considèrent l'horloge, mais j'étais tard ou très tôt en studio, donc dans la nuit, et j'étais en train de travailler sur ce qu'on appelle du songwriting dans le milieu, c'est-à-dire c'est quand on écrit des chansons pour d'autres artistes. Et j'avais cette idée à la base qui était une idée d'une chanson pour une femme qui chantait pour un homme, et la chanson dans ma tête, elle est née d'abord sous A Man Like You, et c'était une chanson en anglais. Et j'étais en train de l'écrire en me disant tiens, j'entends une chanson qui est avec des souches sur... je m'étais inspiré un peu de Shut Up des Black Eyed Peas, enfin toute cette époque-là de l'arrivée des Black Eyed Peas, de Akon, et donc j'avais comme une idée d'influence urbaine, mais mélangée avec des Rhodes, des synthétiseurs, des guitares électriques, et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à marmonner le truc en mode une femme qui raconte cette rencontre un peu exceptionnelle sur scène avec un homme et qui lui chante I Want a Man Like You. Et plus je le faisais, et plus je me suis dit, attends, mais j'adore cette chanson. Non, mais j'ai commencé à me l'approprier, ce qui est jamais arrivé. Quand j'écris pour Chaim, pour plein d'artistes pour lesquels j'ai écrit, jamais en cours de route, je la récupère. Et là, ça s'est fait presque naturellement, où je me suis dit, tiens, c'est comme si j'avais essayé de faire ça pendant un certain temps que j'avais pas réussi. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de le faire. Donc, le Man Like You a vite pris le bord, quoi. Parce que ce qui nous intéresse aussi ici, pour les gens, les gens qui nous écoutent, c'est être avec des gens, proches gens dans les métiers que nous ne connaissons pas. Donc nous, ce qui m'intéresse, c'est que je te pose la question, comme j'ai posé la question, ceux qui ont différentes activités, comment ça se passe cette créativité? À quel moment? Là, par exemple, dans ce studio, à tard, 3h, 4h du matin, ouais. T'es tout seul, tu écris à quelqu'un, toi, tu t'aimes bien écrire tout seul, t'as quelqu'un en face de toi, dit tiens, je le tente ça, je vais le tester. Comment toi tu crées, c'est quoi ton génie créatif, il se passe quand? Comment de deux manières, soit je suis avec un compositeur, moi je ne joue d'aucun instrument, je fais tout à l'oreille, donc je compose mes mélodies à l'oreille. Jamais fait de solfège, toi? Non, jamais, et je pianote 3-4 notes, mais juste pour trouver mes accords, pour me repérer, mais je ne joue pas d'un instrument, et j'ai toujours adoré cette dépendance que j'ai au compositeur. Donc en gros, moi je vais avoir une mélodie en tête, je vais avoir une idée, ou parfois je vais écouter un compositeur jouer au piano ou à la guitare, et je vais dire ah tiens, ça j'adore, ça me fait penser à un truc, et on commence à structurer une idée de musique, et de là me viennent les mélodies et les textes en même temps. Et là, en l'occurrence, sur Femme Like You, c'était ça. Je travaillais avec un compositeur qui était en train je me souviens plus si c'était à la guitare ou au piano, mais qui avait commencé une base d'accords, et ces accords-là j'ai comme eu cette image de cette femme sur scène qui partage un moment avec un autre artiste homme, et cette espèce d'histoire d'amour qui n'en est pas une, mais qui est ce qu'on peut ressentir ou vivre quand on partage un moment sur scène comme ça entre deux artistes. Et je l'ai comparé à un moment d'amour ou d'affection, etc. Et donc voilà, donc ça vient. J'aime bien finaliser mes chansons tout seul, mais j'aime bien d'abord travailler sur les musiques. Donc et c'est après, toi qui les écris à chaque fois? Oui, oui, bien sûr. C'est toi qui écris toutes tes chansons. Oui, mais texte et mélodie. Texte et mélodie. Et après, je travaille avec des compositeurs pour les arranger. Et cette chanson-là, d'ailleurs, parce que tu as raison, Femme Like You, on pourrait imaginer que c'est un franglais. T'as essayé de la faire en anglais complet? Parce que toi qui es totalement bilingue. Ouais, j'y ai pensé, j'ai jamais été au bout. Je pense que j'avais essayé à un moment donné. Ouais, non, mais c'est surtout le refrain, je pense qu'il serait pas très compliqué, mais c'est les couplets, ouais. Et faire des couplets en anglais là-dessus. Puis c'est surtout un mélange qui est très franco en fait, ouais. Femme Like You. En anglais, je pense que ce débit mi-hip-hop, mi-pop avec des instruments organiques, maintenant on en voit partout, mais à l'époque c'était trop différent. Donc j'ai jamais essayé, mais ce serait peut-être une idée à tenter. Ça m'étonne que tu l'aies passé, parce que c'est vrai, il faut dire aussi, on va comprendre, c'est que tu parles évidemment parfaitement français, et tu es libanais de naissance, puis après tu as émigré au Canada, en particulier à Montréal, donc tu as appris évidemment l'anglais très tôt, donc tu as cette capacité qui n'est pas le cas de tous les artistes francophones de pouvoir le faire parfaitement en anglais. Dans les deux langues, ouais. On va s'arrêter 2 secondes. On a ici des pauses amicales ou des pauses familiales, des gens qui t'aiment, qui disent tiens, j'aimerais bien poser une question, et donc on a cette chance-là pendant cette discussion ensemble d'avoir des questions. On écoute la première, une question d'une personne que tu aimes certainement le plus au monde. On écoute ta maman. Ah. Oser voir grand a toujours nourri ton parcours. Est-ce qu'on ose autrement après des années de carrière, de réussite, d'échecs, mais surtout
de changements personnels qui apportent peut-être de nouvelles priorités? Je reconnais tout à fait On parle de la question Derrida, philosophique ici. de ma maman. Ah, parce Ouais, qu'elle ouais. est philosophe, donc ça Ouais, aide elle a quand été même. prof de philo pendant 20 ans, donc ouais. Euh, Ça me touche déjà de l'entendre. Je crois que c'est une des premières fois où ma maman se mélange à ma carrière, parce que c'est très rare quand même, on essaye de scinder les choses. Je pense que oui, je sais pas si on ose différemment ou si on fait les choses différemment en fonction de nos succès ou de nos échecs. Je pense juste que moi, dans mon cas très personnel, en tout cas, les succès me rendent prudent et les échecs me rendent assez fou, en fait. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que dès que ça marche fort, j'essaye de réfléchir à savoir. J'essaie de pas m'emballer. J'ai toujours cette phrase d'Andy Warhol qui disait Don't believe the hype. Enfin, en tout cas, de pas trop se mettre à croire que parce que ça fonctionne bien, on se retrouve sur cette espèce de nuage où on peut perdre un peu certains repères. Mais je trouve en revanche que quand on a un échec, c'est comme si, en tout cas, la culture nord-américaine nous apprend qu'un échec, c'est une étape. Ça veut dire qu'il y a automatiquement quelque chose derrière. Et j'ai l'impression que j'ose plus et je suis plus chien fou quand je me plante magistralement sur un truc que quand je réussis quelque chose. Quand je réussis quelque chose, j'ai toujours tendance à prendre un peu de recul, digérer le succès et me dire, bon, maintenant... en fait, ne pas penser que c'est garant de tout, parce que ça marche ou ça réussit. Mais est-ce que une question aussi Derrida, à mon avis, c'est cette question de dire, toi qui osais, et moi je sais, ta maman si ce n'est protégé, t'as pas découragé, même plutôt encouragé sur les études, sur l'arrêt potentiel des études, sur le fait que tu pouvais faire des choses et qu'elle était garante de ce que tu pouvais faire. Donc, elle a toujours aimé le fait que tu oses. Ouais. Donc, et en fait, tu as cette culture de oser. Et toi, quand je regarde ton pédigré, Ouais. t'as passé ta vie à oser. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es moins tête brûlée aujourd'hui? Tu penses que tu oses différemment? Tu analyses plus ce que tu pouvais ne pas analyser quand tu avais 16, 18 ou 25 ans? Je crois définitivement que j'ose différemment aujourd'hui. Du moins, je prends peut-être pas les mêmes risques. Après, ça dépend de quoi on parle. Si c'est oser tenter un projet artistique ou aller au bout d'une idée artistique, ça, je pense que je suis toujours la même tête brûlée que toujours. Je déteste être enfermé dans un truc. J'aime essayer des trucs nouveaux, que ça fonctionne ou pas, ou qu'on gagne de l'argent ou pas. Je pense jamais à ça en premier. Après, dans les affaires ou dans les projets un peu plus, je te dirais, ambitieux d'entrepreneurs, là, je pense que j'ose différemment maintenant. On parlait de ta maman, donc on va revenir la partie libanaise de ton histoire, puisque tu vis une dizaine d'années là-bas, donc tu grandis là-bas, tu grandis dans des années qui sont des années terribles, des années de plomb au Liban, parce qu'on est sur une période de guerre. À ce moment-là, c'est très compliqué pour les gens, même si on le voit actuellement dans d'autres pays, des attaques, des bombes, mais il faut bien comprendre que dans ces années-là, tu te retrouvais avec ta famille, tes tantes, ta maman, aller dans les caves, et que ce qu'il se passait pour toi, c'est comme ça que tu expliques, c'est que l'amour de cette musique, en tout cas la résonance musicale arrive très tôt, parce que c'est quand tu te retrouves avec ta maman ou ta famille qui chante pour couvrir le bruit des bombes. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, en fait, mon premier contact avec la musique, ça a été ça. Ça a été pendant cette période difficile, où on est encore, ma sœur et moi, très jeunes, et où mes parents font ce qu'ils peuvent pour que pendant les moments où les bombardements sont au plus fort, ou en tout cas où notre vie est à risque, et j'ai souvent dit que ça ressemblait un peu à un Broadway, ce truc, parce qu'on était dans le couloir donc de notre maison, qui était l'endroit où on était le plus à l'abri, parce qu'il y avait des pièces à vivre à droite et à gauche, donc c'était un endroit où on était le plus en sécurité, mais c'était quand même très étroit et très long, et je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et en fait, de voir ma mère, mes tantes chanter à tue-tête sur les grands classiques de la chanson française, donc ça va de Brel à Brassens, à Aznavour, à Piaf, et mon père battre la mesure, mon père grand fan de jazz et de blues et de soul, qui trouvait n'importe quoi pour que ce soit un plateau ou une petite table pour battre la mesure dessus. J'avais vraiment l'impression que mon premier contact avec la musique, ça a été presque...
ouais, presque salvateur, quoi. C'était, ça nous... Ça durait longtemps, ces moments dans ça le couloir? pouvait durer des heures. Ça pouvait durer des heures en musique. Et je voyais moi, j'ai un souvenir de sourire, de joie, de partage, d'amour, enfin, complètement décorrélé avec ce qui se passait dehors, quoi. Justement, ces souvenirs que tu as du Liban, toi, quand on s'arrête là et qu'on dit, mais c'est quoi ces souvenirs d'enfance que tu as? Il y a énormément de souvenirs heureux, comme on en parlait là, ces moments en famille, ces moments de partage, les moments aussi... On avait une vie très... c'est paradoxal de dire ça, mais on avait quand même une vie très heureuse dans les moments parce qu'on vivait de choses très simples. Aller jouer au foot presque pieds nus ou en tatane devant la forêt ou dans la forêt, aller se balader, jouer avec les copains, etc. Il y avait quelque chose d'assez heureux. Moi, j'ai grandi entouré de beaucoup d'amour. Et il y a des moments plus difficiles en l'occurrence, certains moments où on a été bombardé chez nous, sur l'immeuble où on vivait, et où des personnes ont été blessées. Enfin, il y a des souvenirs quand même très violents qui me viennent en mémoire comme ça, des choses dont je parle très peu, mais qui ne devraient pas faire partie des souvenirs d'un jeune de cet âge-là, quoi. À quel point, parce que tu l'as été après, tu l'as dit, même si tu n'en parles pas, en fait, cette violence que tu vois, en fait, que tu vis, t'a fait avoir une relation, on va dire, très différente de quelqu'un qui grandit en métropole, en France, avec la violence. Et que toi, tu vois des gens blessés, du sang, des morts, de la dévastation. À quel point, toi, tu as pris de la distance par rapport à ça? Est-ce que pour toi, la violence, ça faisait partie intégrante de ta vie? Ça a été ma façon de le digérer pendant plusieurs années. Quand je dis que j'étais une tête brûlée, c'était pas que dans la musique ou dans le business ou dans quoi ou qu'est-ce. C'était aussi humainement, quoi. J'avais peur de rien. J'avais l'impression qu'il y avait eu une espèce de banalisation de cette violence, banalisation des armes, et justement, quand on quitte le Liban pour aller en Amérique du Nord, on retrouve une forme presque d'apologie de cette non-crainte ou de cette absorption de la violence. C'est-à-dire que il y a tout le milieu du rap, tout le milieu des bandits de la rue qui trouvent ça génial. Un gamin qui a peur de rien et qui se castagne pour un tout et pour un rien parce qu'on lui a manqué de respect, on lui a marché sur le pied. Alors que... C'était vraiment ça qui t'arrivait? On marchait sur le pied, tu tapais. Je caricature un peu, mais ce que je veux loin, dire quoi, oui, alors déjà, on a médicalement, quand je dis je suis pas le seul, parce que je suis pas le seul à avoir vécu ça, quoi. Il y a des enfants qui ont grandi dans des territoires en guerre, et pas que au Liban. Il faut savoir que médicalement, le système nerveux est atteint. Donc, tant qu'on n'est pas encore en plein contrôle de ses émotions, de sa colère, de son tempérament, il y a des réactions aussi qui sont chimiques. C'est-à-dire c'est comme si tu dis par exemple qu'un Golden Retriever ne va pas réagir de la même manière qu'un Pitbull. C'est pas parce que le Pitbull il a une mâchoire plus forte, c'est parce qu'il a un système nerveux beaucoup plus sensible et qu'il va être agressif beaucoup plus rapidement. C'est un peu je fais la comparaison pour qu'on comprenne que c'est pas juste parce que tu as envie de te battre ou tu as envie de prouver quelque chose, c'est parce que tu vas démarrer au quart de tour et comme t'as pas cette peur de te faire... Parce que nous, on parlait d'une peur de mourir. Ouais. Là, on parle d'une peur de te faire mal, de te faire casser une mâchoire ou te faire casser le nez. Pour toi, c'était rien, quoi. Ça semblait être une blague, ça fait partie du truc, quoi. Et quel est le grand truc que t'as... Jusqu'où t'es allé? On t'a retrouvé de temps en temps, on est venu te chercher avec des oranges de temps en temps derrière les barreaux. T'as fait ça, toi? J'ai fait quelques séjours moi je dis toujours, j'ai eu quelques moments pour réfléchir à tout ça. Heureusement que je pense que j'étais un bon gars derrière et que j'avais une bonne éducation de mes parents et que j'étais juste en perte de contrôle. Mais justement, quand t'arrives, toi qui as un profond respect pour Aïda et Charlie ton papa, en tout cas c'est comme ça que vous l'appelez, quand tu sors de ce moment de réflexion pendant quelques heures ou quelques jours, ça se passe comment à la maison? Je pense que c'est à partir de cette période où la violence a commencé à faire partie de moi, quoi, et de mon quotidien d'adolescent et de jeune adulte. C'est là qu'ils ont commencé à se rendre compte que j'avais probablement des séquelles, des syndromes tout ce que tu veux, traumatiques, nerveux, etc. Mais encore une fois, ils ont été d'une grandeur, c'est-à-dire que j'avais l'impression, moi j'avais très honte en tout cas. Chaque fois que je me faisais serrer pour une connerie ou que je devais payer les pots cassés d'une bêtise ou d'une colère ou d'un mauvais coup de poing ou d'une baffe. J'ai l'impression que c'est arrivé quelques fois. C'est arrivé trop de fois, mais j'en avais profondément honte. C'est-à-dire...
Est-ce que là-dessus, la thérapie, est-ce que tu as rencontré des gens? De toute façon, la cour m'y a obligé. Ouais. Parce que alors ça a été une grande chance, et pareil, j'en ai jamais parlé, mais j'ai toujours eu des juges et des magistrats, j'avais l'impression qu'ils se disaient, mais il y a un truc qui cloche avec ce mec. J'ai l'impression, comme si, pourtant je disais rien, j'avais un avocat pour me défendre, j'étais prêt à assumer toutes les bêtises que j'avais faites, c'était très clair dans ma tête là-dessus. C'est au moment où d'ailleurs je débordais, je savais que j'avais un prix à payer et j'étais prêt à le payer, et que ça devait durer 5 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, fallait que je paye ma facture. Et avant même mes parents, j'ai l'impression que j'ai eu devant moi des juges, des policiers, parce que parfois j'ai eu la chance de même pas me rendre en cours, avec des policiers qui ont plutôt fermé le dossier en se disant qu'il n'y avait pas que voilà, j'avais pété les plombs, et qui me posaient des questions sur mon enfance, sur ma jeunesse. Et j'ai eu des juges où j'avais l'impression qu'ils me regardaient comme s'ils avaient compris. Comme s'ils ne voyaient pas en moi un délinquant ou un voyou ou un bandit, mais juste un mec qui a juste la mèche très courte. Et donc, ils m'ont souvent, plutôt que de me pénaliser sur des peines plus longues, ils m'ont souvent envoyé voir des spécialistes. Là, on se retrouve, tu as 10 ans, ton papa est blessé, on parlait d'un obus, était blessé, et un soir, les parents viennent vous voir, toi et ta sœur, ils disent on part en vacances à Chypre. Ouais. C'est marrant, ça me paraît assez loin de Montréal. Et donc là, vous partez, tu le comprends tout de suite, ça? Est-ce que tu as l'intelligence de comprendre? Tu crois vraiment que tu vas à Chypre la nuit, tu vas sur le ferry, pas des voitures, pas des phares allumés, enfin, tu te rends compte que tu t'en vas ou pas vraiment, au fond de toi? Je crois que ma mémoire a fait un travail de sélection depuis, mais de ce que je me souviens, j'avais un peu l'impression que le truc n'est pas la route. C'est-à-dire, j'ai des enfants aujourd'hui, je sais ce que c'est, à 9, 10, 11 ans. T'en as un qui a cet âge-là. Hein. Et on comprend tout. Hein. Ouais. On sait déjà, on est grand, quoi. Et je pense que je savais qu'il y avait un truc qui était bizarre, parce que dans un contexte comme ça, décider qu'on part une semaine en vacances, on l'avait jamais fait pendant 10 ans de guerre. Donc, mais encore une fois, dans le respect et la confiance absolue pour mes parents, une fois arrivé sur ce bateau, rien n'avait l'air d'être un voyage de vacances, quoi. C'était pas un bateau de croisière, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris qu'on avait sauté dans un premier bateau pour fuir au départ. Je savais pas du tout que le fin fond de l'histoire, c'est que mes parents allaient récupérer les papiers à l'ambassade pour pouvoir fuir vers le Canada. Mais là, on avait... j'ai gardé ce souvenir d'une fuite, quoi. Et justement, donc, tu te retrouves là, au Canada, et alors là... un monde très différent pour les gens qui connaissent pas Montréal, qui n'ont pas la chance de connaître Montréal, parce que c'est une ville exceptionnelle avec des gens exceptionnels, mais c'est un peu loin du Liban sous les bombes quand même. Ouais. Voilà. Et donc toi, tu arrives là-bas, en plus, je sais pas c'était quelle période de l'année d'ailleurs. C'était en plein milieu de l'hiver, on est arrivé en janvier 91. Donc tu passes de 22 du méditerranéen 20 degrés à pas beaucoup, et beaucoup de neige. Ouais. Donc t'arrives, tu te souviens quand tu poses les pieds là-bas? Oui. Raconte-moi. Je suis traumatisé. En fait, quand tu connais pas très bien l'Amérique du Nord, en moyen-oriental que tu es, déjà le Canada, tu penses qu'aux Esquimaux, quoi. Tu penses à ces espèces de petites maisons de glace comme ça, avec des gens, des espèces de doudounes énormes, comme des grands explorateurs. Quand ils te disent, alors les parents, que c'est le Canada, quand dans ce bateau-là, à quel moment maman et papa te disent c'est là où les enfants... Alors, c'est pas tout de suite, en fait. C'est quand... Alors, on a vraiment eu... Une fois qu'on est arrivé, on a vraiment fait 4-5 jours de vacances qui ont été fabuleux, d'ailleurs. On avait l'impression qu'on était au Club Med de je ne sais où. On a passé un moment fabuleux pendant que mes parents, eux, allaient régler les derniers trucs de papier. Et en fait, avec ça, on est revenu au Liban. Et une fois qu'on avait ces papiers et que mes parents ont pu faire les quelques... Ils sont partis avec 3 fois rien. Hein, ce qu'ils ont pu ramasser, on est parti tout de suite. Et ils nous ont dit, en fait, on immigre au Canada... moi, j'avais cette image il faut bien comprendre, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc tu ne pouvais pas les chercher. Montrez-moi les images de Montréal. On n'avait pas de télé, c'était vraiment... Là, en plus, on est parti à un moment où on était au summum des derniers bombardements avant la fin de la guerre. Donc, les 5-6 jours avant la fin de la guerre ont été probablement les plus violents. Et c'est là où on s'est fait bombarder, d'ailleurs, 2 fois, chez nous à la maison. Et je pense que ça a été le déclencheur. Ouais. Mais en arrivant là, j'ai pas été déçu, quoi. Dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait de la neige partout. Alors nos parents nous avaient préparé, ils nous avaient acheté des bottes, des très gros manteaux, des bonnets, des gants, des machins. Mais c'est vrai que quand on est habitué au climat très clément de la Méditerranée, au début c'est un choc. Comment ça se passe à l'école là? Ton premier jour d'école, où là il te voit arriver un petit gars, et
qu'est-ce qui se passe quand ils t'entendent parler, quand tu racontes l'histoire, parce que soit le professeur, soit le principal va raconter, directeur d'école va raconter, ils pensent que tu es un mytho, ils pensent qu'ils sont hyper solidaires avec toi. Les enfants sont souvent pas très sympas normalement. Hein. Toi, tu as eu ça? Tu as eu des gamins pas très cool ou j'ai plutôt eu sympas? Probablement un peu des deux à y repenser quelques années plus tard, j'ai trouvé ça un peu... Alors c'était pas du tout pour mal faire, et je pense que les profs se sont dit tiens, il débarque en plein milieu de l'année comme ça, on va le présenter aux autres, donc ils trouvaient que c'était une bonne idée de raconter mon histoire. Et en fait, ça s'est vachement retourné contre moi. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'en Amérique du Nord, on est un peu quand même super nombriliste, c'est-à-dire que on sait bien ce qui se passe au Liban, en Irak, dans certains territoires d'Afrique, mais le Nord-américain n'est pas nécessairement... Enfin, on lui apprend que c'est le paradis. T'es un peu comme aux États-Unis, quand on t'explique pourquoi tu veux savoir où est la Belgique, en fait, t'es pas bien ici. Donc, il y a ce truc où, entre l'ignorance, je le dis en toute amitié, mais entre l'ignorance des gamins de notre âge et l'extrême de mon histoire... Bah forcément, ils pensaient que je racontais des mythos pour me faire des potes, ou pour que les gens pensent que je suis un badass, ou je sais pas, tu vois, mais personne. C'est venu après où t'as 2-3 mecs qui se sont dit... D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai été directement à l'école canadienne. Donc là, j'étais le mytho pour tout le monde. En plus, j'ai aucun code, j'ai aucune référence. Je suis habillé comme... C'est quoi qui t'a marqué? Qu'est-ce qui, dans cette période-là, si tu te souviens, c'est quoi le truc le plus dur? C'est quoi les réflexions la plus dure, ou le truc que tu t'es dit, waouh? En fait, je me sentais ultra différent de tout le monde, quoi. Je voyais des gamins... en Converse, d'autres en Doc Martin, et je savais pas encore que ça c'est l'école du rock, ça c'est l'école de l'électro, mais je voyais juste et moi j'avais l'impression d'être comme si j'étais pas ni à droite ni à gauche. Si j'étais pas du tout à ma place, jusqu'au moment où ma mère m'a sorti de l'école canadienne et m'a mis au collège Stanislas, donc qui est le lycée français, et là j'ai rencontré d'autres Libanais. Des gens de partout, et là exactement, là j'avais l'impression que j'étais un peu sauvé. Parce qu'il y en avait qui connaissaient mon histoire. Alors, il y en avait qui sont arrivés beaucoup plus tôt, voire même avant la guerre, mais ils avaient des cousins, des amis, de la famille. Une petite tribu, quoi. Qui Exactement. Qui pouvait au moins te protéger, si ce n'est... et les mecs qui faisaient du rap, quoi. Ouais. Alors ça, donc là, ça arrive assez tôt, puisque très tôt, tu commences à toucher à ça. Là, si on parle de musique, tu as aussi tes potes haïtiens, donc là, qui commence, et là, tu te retrouves entre deux mondes, en fait. Un monde où c'est plutôt dans les projects, les quartiers, où là, tu commences à t'essayer au battle. Tu parlais tout à l'heure de ton premier groupe, où tu t'appelles Lyric dans ce groupe-là. Et comment tu arrives justement à faire cette bonne balance? Tu arrives assez bien à la faire? Est-ce que l'étude, pour toi, les études, t'es bon, ou rapidement tu lâches le truc? Non, je suis très bon à l'école. Ouais. J'ai des très bons résultats à l'école, à part une année qui était la seconde, où là c'est fini, j'avais fait le choix de la musique, et j'étais plus là, quoi. J'ai redoublé de manière magistrale. Mais avant ça, j'ai toujours été très bon à l'école. Ça a été assez difficile, en fait, j'avais tout le temps cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de ne pas vouloir décevoir mes parents. J'ai toujours été conscient de ce qu'ils ont fait pour nous et des risques, encore plus aujourd'hui, hein. Mais déjà, à l'époque de l'adolescence, je me rendais compte. Et en même temps, j'avais une espèce de feu en moi, une rage dans le bon et dans le mauvais sens. Et je voulais avancer, je voulais appartenir à quelque chose, je voulais un peu me venger, je voulais rattraper un peu ma jeune vie. Et en même temps, j'étais tout le temps sur la corde raide parce qu'il y avait plein de tentations dans le rap à l'époque. La drogue, la violence. Mon histoire a tout de suite plu à une communauté qui, eux aussi, avaient des histoires similaires, mais limite plus soft. De grandir dans les quartiers, de certaines enfances défavorisées, etc. Donc tout de suite, moi, je me suis reconnu en eux, et eux se sont reconnus en moi. Donc tu as trouvé à l'exception près que, au-delà de la guerre et au-delà du peu qu'on avait, j'ai quand même été éduqué par une maman où j'ai toujours dit intellectuellement bourgeoise. Et donc, avec de grandes leçons de vie philosophiques dès le début, avec cette philosophie présente dans tout, un père commerçant, très droit. Donc j'avais eu une éducation très très riche quand même, et c'est ça qui dénotait en revanche. C'est-à-dire que mon histoire, ma peur de rien, ma cervelle brûlée, ça leur parlait. Et en même temps, il y avait une partie où ils avaient l'impression que j'avais été éduqué dans une famille de milliardaires, alors que pas du tout.
ça a été compliqué. Ouais, et parce que dans ces années-là, parce que là, on voit qu'on parle. Toi, tu arrives à faire, et ça a été toute ton histoire musicale. Tu arrives à faire du AC/DC avec du Tupac. Tu arrives à gérer une culture, un son américain, une éducation française. Parce que là, on se retrouve à la Stanislas, et une culture libanaise. Comment tu arrives justement à fonctionner avec ton identité? Comment tu as réussi à trouver cette identité? Alors, c'est peut-être un chemin de vie, de trouver son identité. Bien sûr. Mais toi, qui as eu pour le coup 3 vraies avenues qui à un moment se croisent, mais pas tout le temps, comment tu l'as vécu, en particulier sur la musique? Je pense que, tu vois, si aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent pas où me classer, c'est parce que je pense que c'est comme ça depuis le début, en fait. Je pense que, tu sais, aujourd'hui, on les regarde, nos enfants, les jeunes, et très tôt, déjà, ils ont choisi leur case. Est-ce qu'ils sont plus skate ou plus rock? Alors, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas un peu bouger de l'une à l'autre, c'est des choses qui changent, mais de manière générale, ta bande écoute à peu près la même musique, aime les mêmes choses. Quand tu arrives dans un continent comme l'Amérique du Nord à 11 ans, et que toi, tu es encore complètement au point mort, et tu sais même pas ce que c'est le rock ou le rap, t'as aucune idée, et tu ne connais aucune de leurs références. Je me souviens plus, c'était pas Star Trek à l'époque, mais peu importe, tous ces codes que ces gamins ont, toi, tu les as pas du tout. Et donc, en très peu de temps, si tu veux t'intégrer, il faut que tu te dises, ok, est-ce que je me sens plus à l'aise avec le mec là qui a les Santiago et la chaîne autour du jean, ou plutôt le mec avec les Air Force blanches? Mais tu le fais de manière complètement aléatoire. T'as pas le temps encore de faire ce cheminement. Donc, très tôt, j'ai souvent comparé ça avec le Macumba, tu vois, où j'ai dit, moi, ça a été 5 salles, 5 ambiances, tout de suite. Donc, j'allais grappiller un peu chez les mecs de hip-hop, chez les mecs de rock, et j'écoutais aussi des disques ultra différents, Guns N' Roses, Metallica, Tupac, Biggie, et en même temps des disques de jazz, et j'ai grandi avec les classiques français. Donc ça donne ça. Ce mix est encore là aujourd'hui. Question sur le racisme. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu personnellement, racisme au faciès, raciste à la naissance, à la religion, ou tu l'as pas du tout vécu, tu l'as vu chez tes potes? Tu connais Montréal, et c'est encore comme ça aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça. Il y a un vivre ensemble à Montréal qui est impressionnant, par rapport à d'autres grandes villes du monde. Honnêtement, je n'ai aucun souvenir, c'est peut-être arrivé ou je m'en suis pas rendu compte, mais je n'ai pas de souvenir marquant d'avoir été victime de racisme. J'ai grandi avec des Haïtiens, avec des Hispaniques, avec des Arabes, avec des Canadiens blancs aux yeux bleus, tout, et on était au contraire, on se piquait des espèces de slang de blanc ou de renois, on a vraiment grandi tous ensemble. Jamais toi, mais ça t'est arrivé quand même, et je te rejoins, le vivre ensemble est exceptionnel à Montréal et au Québec, mais il suffit qu'à un moment, il y a un truc qui t'a vraiment agacé, c'est ton entraîneur de hockey. Ouais. Ça c'est un changement important dans ta vie. Il faut savoir que... C'est bien que tu as nuancé la question, parce que du coup, c'était pas juste par rapport à moi, c'est moi qui en étais témoin. Tu as raison. Non, parce que la première question, c'était toi en tant que... Et encore une fois, ton prénom, c'est Cyril, il est quand même assez peu... Même là, ma mère y a pensé. C'est vrai? Bah oui, parce je m'appelle Cyril Eli Kamar. Et Eli, c'est plus mon nom libanais, quoi. Ouais. Et elle a voulu que j'ai un nom français pour que j'ai les mêmes chances que tout le monde. Et elle a appelé ma sœur Pamela. Elle s'appelle Aïda, ma maman. Donc, tu vois, pour elle, c'était très important qu'on ne soit jamais réduit ou catalogué pour notre... ce qui ne nous empêche pas d'être toujours extrêmement fiers de nos origines et de nos racines. Et heureusement. Ouais. Mais oui, tu as raison. En fait, moi, je n'en ai jamais été victime. Mais quand je suis surtout rentré dans le monde du hockey... Et voilà, donc toi, tu es un fan de sport, beaucoup de sport, le football, le hockey et d'autres sports. Le hockey, ça, c'est... Et donc là, tu peux, ou ton objectif à ce moment-là, c'est potentiellement être professionnel. Ouais, je savais pas si j'allais y arriver, mais en tout cas, ça aurait pu être un objectif. Ouais, j'ai appris le patin très vite. En fait, quand je suis arrivé, j'ai bien compris qu'à ce moment-là, le foot, ça n'existait pas en Amérique du Nord. C'était le football américain, c'était le baseball, c'était le basket, mais le soccer, comme ils l'appelaient... Comme t'aimais jouer près de la forêt, c'était pas possible. Ouais, et puis c'était pas du tout leur culture, donc j'ai compris qu'il fallait que je m'intègre, et j'ai trouvé que le hockey était le sport le plus violent que j'avais jamais vu. C'est vrai qu'il est... Et je sais pas pourquoi ça m'a attiré...
tout, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que cette espèce de violence un peu insoupçonnée, comme ça, latente, qui est en toi en permanence, elle t'emmène vers à faire des choix qui sont... Et c'est vraiment pour ça. Donc là, tu dis, t'y vas. Ah là, je me suis dit, je veux apprendre, je veux jouer, je veux aller me battre, je veux aller... Enfin, c'est un sport où tu te tabasses quand même. Ouais. Et donc, j'ai appris très, très vite et j'ai monté les grades assez rapidement vers des équipes juniors semi-pro. Et c'est vrai que j'ai eu un épisode assez terrible parce qu'à un moment donné, j'ai commencé, donc à côté de ça, je faisais mes freestyles. Ouais. D'ailleurs, c'est vraiment les premiers concours que j'ai gagnés, c'est au sein de la communauté haïtienne dans une salle qui s'appelle Pas trop le Prévost à Montréal-Nord, à Saint-Michel. Et donc, comme je t'ai dit, on était entouré de toutes les... Mais quand je revenais au hockey, je voyais pas un arabe, pas un hispanique, pas un noir. Et je suis tombé sur un coach. Et donc là, la question commençait à devenir assez dure pour moi de me dire est-ce que je me consacre à la musique ou est-ce que je me consacre au sport ? Deux vraies passions. Ouais, et surtout dans le sport, à ces âges-là, à un moment donné, il faut passer en sport-études, donc ça devient ta vie, etc. Donc j'étais en train de réfléchir et j'étais tiraillé. Et un jour, le coach a eu vent que j'avais envie de probablement me consacrer à la musique. Il a dû demander quel genre de musique et ils ont dû lui dire il fait du rap et tout, et donc il m'a demandé de rester après le match dans le vestiaire. Là tu pensais qu'il allait te faire des compliments sur son match. Je sais qu'il y avait déjà des repêcheurs qui commençaient à venir me voir, qui étaient allés voir mon père, qui commençaient à parler avec mon père, à savoir si j'étais vraiment sérieux dans le hockey, si je voulais aller plus loin, etc. Donc je savais qu'on me surveillait dans des ligues juniors. Et donc, je pensais qu'il allait m'annoncer qu'il y avait une équipe qui voulait me recruter, etc. Et en fait, il me dit, est-ce que tu as fait ton choix ? En gros, tu as pris ta décision. J'ai dit, j'ai pas encore pris ma décision, mais je suis en train d'y réfléchir. Mais vous serez le premier informé, coach, dès que je saurai ce que je vais faire. Et là, il me sort cette phrase horrible où il me dit, tu sais quoi, si tu préfères aller faire ta musique de nègre, c'est ton choix. Et là, je me souviens que j'étais liquéfié. Moi qui ai une remontée de violence très rapide normalement et qui lui aurait sauté au cou, qui l'aurait dévissé, j'avais même pas de mots. Et je me souviens, et je m'en suis tellement voulu après que j'ai voulu le retrouver. J'ai voulu de pas lui avoir mis une patate, j'ai voulu de pas lui régler son compte là tout de suite. De dire un truc pareil, non mais tu mérites même pas de vivre en fait, faut même pas que tu es un danger pour la société, plus que moi. Et je me souviens de n'avoir... T'as voulu le retrouver après ? Plus tard, j'étais tellement énervé, mais quelques jours plus tard. Que, mais je savais qu'il fallait surtout pas que je le recroise. D'ailleurs, je n'ai jamais plus mis les pieds dans ce vestiaire. Mais j'ai juste rangé mes affaires dans un silence absolu, comme si j'étais en train d'essayer de contrôler ma colère. Je savais pas jusqu'où je pouvais aller si je m'en prenais à lui, quoi. Et ranger mes trucs, sorti avec le sac sur le dos. Mon père est venu me rejoindre. Et c'est là que j'ai dit à mon père, c'est fini. Tu l'as expliqué à ton papa ce qu'il t'avait eu ? Bien plus tard. Mais sur le moment, je voulais même pas en parler. Je tremblais. C'est-à-dire que j'avais une rage. Je sais pas ce que j'aurais pu en faire. J'aurais pu avoir une destinée très très différente. Et vraiment, à ce moment-là, je n'ai aucun contrôle sur moi-même. Je ne sais pas me gérer. Et à chaque fois, quand je dis que je suis prêt à payer la facture, c'est que je sais que j'arrive pas à me contrôler. Sauf évidemment avec mes proches. Je parle de ce genre de situation quand il y a un truc qui m'allume. Et là, par miracle quelconque, je sais pas quel dieu m'a sauvé à ce moment-là. T'es tellement estomaqué. Ouais, je me suis dit comment il peut exister des gens comme ça, en fait. Après, je savais qu'en Amérique, il y a beaucoup on parle d'il y a 30 ans, 35 ans, c'est des rednecks, et qui en plus te disent, mais je suis pas raciste, je te dis juste que c'est vrai que la plupart des gens qui font cette musique, ils sont noirs, non ? Donc bon, alors si tu vas aller faire de la musique... Et dans sa tête, il trouve ça normal. Et voilà, et j'ai rangé mes affaires. Quand on est arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, tu m'ouvres la cave. J'ai mis mon sac à la cave, avec mes crosses à la cave. Et j'ai pas retouché pendant des années. J'ai repris le hockey bien plus tard pour m'amuser avec mes potes. On louait une patinoire et on allait jouer entre nous pour le plaisir. Donc la chance pour tous tes fans, c'est que ce moment-là soit arrivé. Pas pris à ce coach. Deux choses. Tu ne pas parce que je pense que tu aurais pu terminer, tu as raison, de faire des longs séjours. Ouais. Mais même plus que ça, c'est qu'en fait, tu as raison. Moi ici, souvent, on pose ces questions de ces rencontres qui ont changé une vie. La plupart du temps, je préfère entendre des gens qui me disent ma rencontre, c'est quelqu'un qui m'a tendu la main, qui m'a montré la voie. J'en ai aussi, évidemment. T'as raison, mais ce qui est important aussi, c'est que parfois, et surtout, c'est important de lire pour les gens qui nous écoutent, ça arrive, et c'est ton exemple ici, Cyril, parfois, c'est quelque chose qui t'allume, comme toi tu dis, mais aussi qui te détruit. Qu'est-ce que tu en fais de ça ? Et là, ça t'a détruit sur le moment, tu t'es dit juste, mais comment on peut avoir là-dessus ? Et ton choix qui existait à ce moment-là, boum, tu pars dans cette direction. Ce que je répète, tes fans non plus. Donc on va continuer. Donc tu étais dans ces battles, tu vas à fond. Là, on avance un petit peu. On arrive sur 2004. 2004, une année
essentielle pour toi, qui évidemment, tu es tout jeune encore. Là, tu as 23 ans, tu vas avoir tes 24 ans, t'es un gamin. Et là, il se passe quelque chose. On est au Midem. Donc, Midem, il faut savoir, c'est une rencontre, ça existe toujours, très importante du monde musical, qui est à Cannes. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui te prend quand tu parles d'oser. Là, tu oses. Là, tu dis, j'ai un peu d'argent. Je ne sais pas comment tu avais encore un peu cet argent-là. Raconte-nous comment ça se passe. Et c'est le début. Et pour ceux qui parfois hésitent de s'y mettre et à oser, raconte-nous ce que tu fais à ce moment-là. Bah en fait, moi j'avais entendu parler de cette espèce de salon de la musique en France qui est quand même hyper important et tout. Et moi ça faisait 1 an déjà que je travaillais sur ces maquettes dans mon studio à essayer de trouver. Et j'avais déjà en main à ce moment-là les Femmes Like You, les Crazy, enfin tous les titres sur lesquels on m'a découvert. Après je les avais déjà sur une maquette et je m'étais dit je vais aller en France et je vais essayer d'aller à ce salon et voir si je peux rencontrer des gens. Tu les avais envoyées déjà les maquettes Alors, je suis arrivé avant d'arriver au Midem, ouais. je me suis arrêté à Paris pendant 4 jours, je me souviens, parce que j'étais promoteur en soirée à ce moment-là. J'organisais les soirées les plus cool de Montréal, et c'est comme ça que je gagnais mon argent de poche, et tout cet argent-là, il allait dans mon label de musique. Ouais. Mais quand même, venir en France, à Paris, j'avais loué un bateau à Cannes pour essayer d'attirer l'attention des gens. Je ne connaissais strictement personne. Et j'avais mis des maquettes dans des enveloppes craft et j'appelais la standardiste de toutes les maisons de disques et je disais j'ai rencontré votre DA, je sais plus comment il s'appelle, il m'a demandé, et elle me disait le nom du mec et je dis oui c'est ça, je le mettais sur l'enveloppe, je raccrochais et j'allais à la maison de disques moi-même et je donnais le truc pour qu'il puisse arriver au DA de la maison de disques. Et j'ai fait ça avec une trentaine de maisons de disques, toute la place, et il y en a qui ont commencé à l'écouter et il se trouve que je rencontre 2 personnes qui sont encore très proches de moi aujourd'hui, donc Xavier Collin, Bill, on l'appelle Bill de Lille, c'est un mec qui est génial, et qui me dit, il commence à y avoir des gens qui ont entendu parler, lui avait entendu parler comme ça, parce qu'il a dû entendre le CD de quelque part ou machin. Et là, je me dis, on va faire un truc assez ouf. Donc, on a rincé à peu près tout ce qui s'appelle producteur ou éditeur qui était à Cannes à ce moment-là, en leur distribuant des cognacs, du champagne. Là, c'est sur ton bateau. Donc, tu mets. C'était pas mon bateau. Bien sûr que non, parce que là, il aurait coûté beaucoup plus cher. En fait, tu mets 50 000 euros que tu as. C'est tout ce que tu as pu mettre. C'est ce qui me restait, en fait. Tu t'es dit, là, tu joues tapis. Tu joues au poker à l'époque ? Ouais. Je ne jouais pas encore au poker à l'époque. J'y suis mis après. Là, c'est quand même co-poker. Là. C'est all-in. All-in, mais très jeune, parce que tu pourrais dire all-in quelques années après, parce que tu as tout essayé. Tu venais à peine de commencer. En fait, pour tout te dire, dans ce budget, j'avais mis beaucoup d'argent de côté. J'avais travaillé comme un acharné. Et ce 50 000 devait me servir à faire du marketing, faire de la pub pour moi. À l'époque, tu n'as pas les réseaux, tu n'as pas... Et là, je me suis dit, en fait, et je voyais qu'ils étaient tous là. Tu voyais les stands de Warner, et j'ai dit, ils sont tous là. Donc, au lieu d'aller dépenser ce 50 000 pendant 3 mois, on converge. C'est maintenant devant tout le monde. Il faut que je les... Donc, musique, homme-femme, ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait pour que la soirée, encore une fois, puisse se passer. Ouais. Donc, comme tu dis, tu les rinces. Et à la fin, ils avaient tous... une petite maquette, un petit CD quand ils partaient ? Ouais, j'avais mis des maquettes comme ceux que j'avais déposés dans les maisons de disques. Quel est le premier qui t'appelle ? Alors, ça... C'est quoi ? C'est le lendemain ? C'est non, après le mal de tête Du coup, moi, je me suis amusé. Donc, moi, je suis resté encore à Cannes quelques jours après. Tout le monde est remonté vers Paris. Et là, justement... mes amis me disent, là, il y a un tel qui veut te rencontrer, il y a un tel qui veut te rencontrer, il y a un tel... T'avais mis quoi ? Il contactait qui pour te rencontrer ? Il contactait Xavier Collin. C'était lui qui t'avait mis en contact ? Que j'avais mis en contact. Il était chez qui ? Il était où à ce moment, Xavier ? C'était un éditeur indépendant qui a cru au truc dès le début et qui m'a dit, je vais faire ce que je peux pour t'aider, quoi. D'accord. Et moi, j'y allais comme un bourrin, et puis je savais même pas à qui je parlais. Parfois, j'avais l'impression que c'était le patron. En fait, c'était un DA. T'avais pas les codes, t'avais aucun code, quoi. Mais surtout que tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas qui est le patron d'un tel ou d'un tel. Est-ce qu'il est directeur marketing ? Est-ce qu'il est chef de projet ? Mais pour moi, ça m'était égal. À partir du moment où cette maquette pouvait rentrer dans le building, et quelqu'un l'écoute et dit c'est un tube, il faut y aller. Et voilà, et là, de fil en aiguille, ils se sont passés le mot, le CD s'est mis à être écouté par des DA, des patrons de label, et là, il y a eu une espèce de mayonnaise qui prend, et voilà. Et c'est qui est le premier alors ? Qui est le premier qui dit « je veux te signer » ? Je me souviens plus, parce que vraiment, en quelques jours, on commençait à avoir des coups de fil de managers, d'éditeurs, Quel est celui qui te fait
qui te fait le meilleur, soit la meilleure offre, soit la meilleure impression pour que tu partes? Ceux avec qui j'ai vraiment... Warner a été assez C'est la personne smart que dans leur manière de m'approcher parce qu'ils ont compris que de toute ma manière de faire, ils se sont dit mais ce mec est déjà producteur. Donc on va lui faire un deal pour lui faire plaisir, ils m'ont presque monté un deal d'associé avec eux. Et où moi je pouvais être parce que moi j'étais même prêt à être sur les risques. Si vous perdez de l'argent, je perds avec vous, si on en gagne. Donc j'ai eu un deal assez incroyable pour exploiter Donc je suis producteur, je suis manager, je suis éditeur de mes propres trucs. Je fais tout moi-même et je finance tout en indé, quoi. Et donc c'est pour ça que ça s'est terminé chez Warner. C'est Warner qui a signé. Ouais, exactement. Et donc ça. Et donc là tu signes. Et là je repars. Tu repars. Je signe, je repars. Et il n'y a même pas 3 semaines plus tard, il m'appelle en me disant c'est du grand n'importe quoi, Énergie le joue 13 fois par jour ou un truc comme ça, il faut que tu reviennes faire de la promo. Et il y a un promoteur aussi qui veut te faire des premières dates en discothèque, il faut que tu ailles la chanter en club, etc. Je dis bon, bah, super, moi je reviens. Ouais. Et là, dès que j'arrive à l'hôtel, il y a des fans qui m'attendent, ils avaient mis des pancartes avec mon nom, la chanson joue partout, j'ai des... Donc ça t'est jamais arrivé, c'est la première fois que quelqu'un que tu connais pas crie ton nom. Ça doit être ça m'est arrivé avec mon groupe, mais pas toi. Mais pas une telle, à pas un tel niveau. Là, j'ai l'impression que je suis NSYNC, quoi, ou Backstreet Boys, ou de l'époque, les meufs elles crient. Au début, je dis mais tu regardes quoi? Tu dis c'est moi? Tu t'es pas trompé. Enfin, tu vois, moi j'y suis pour rien. Je suis un mec qui a commencé à faire des freestyles dans des concours de rap. À quel moment tu commences à t'habituer à ça? Je m'y suis jamais habitué. Toi, t'as pas aimé ça? Non. Bah au début, si. Enfin, j'ai jamais aimé ça. Au début, t'as un peu ton ego qui. Mais au début, de toute façon, t'as jamais le temps. J'ai même pas de souvenir à partir de ce moment-là où on m'appelle, on me dit reviens, c'est le bordel, il faut que je fasse la promo. C'est un tunnel. Ça a été 3 ans et demi non-stop. D'albums, de prod, de promo, de moi, de comprendre. Parce que là, je me suis de nouveau senti comme un Indien dans la ville quand je suis arrivé ici. C'est-à-dire que tu arrives à Montréal, tu es le Moyen-Oriental dans la neige, personne ne te comprend. Là, j'arrive ici, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Les rappeurs sont très énervés contre moi parce que j'ai l'impression que je m'attaque à certains de leurs codes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres en Amérique du Nord. Donc pour moi, je suis validé. Ouais. Je suis passé par toutes les étapes, un peu comme un Soprano qui était passé par les psychiatres d'abord, ou un Gims qui a fait la section d'assaut avant. Enfin, mais moi, je me rendais pas compte qu'en fait, il y a 2 mondes et ces 2 mondes ne se parlent pas. Donc, et puis j'ai aussi. C'est quoi ces 2 mondes qui se parlent pas? Le monde de la culture rap américaine et le rap français. Le rap français a une identité très propre, ce que moi je savais pas trop. Donc t'as pas ce code-là, donc tu... Pas encore. Donc les mecs, ils te... en fait, tu t'appartiens pas. Toi, c'est ça ta vie, quoi. T'appartiens pas, quoi. C'est qui se met. Et je sens qu'ils sont piqués. Ouais. Tu vois, genre, limite, la chanson, ils s'en foutent. C'est pas une question que ça leur plaît ou ça plaît. Ils ont un problème avec la manière avec laquelle je suis arrivé en France. Très bling-bling, très... Ils te le disent? Il y a des gens qui me le... c'est là que c'est reparti comme en 40. Ça veut dire que chacune de mes prestations finissait en bagarre. Parce que j'avais des mecs qui venaient et qui me faisaient comme ça. Chacune des prestations, t'as bien? Pareil, je caricature un peu, mais c'était hyper... Et donc c'est toi qui allais à chaque fois? Je venais jamais seul. Ça doit être sympa. Quand je venais à Paris, je venais jamais seul, donc je ramassais 2-3 têtes brûlées avec moi et je leur disais venez. Parce que j'aurais peut-être besoin de vous, quoi. Ça risque de... Enfin, tu vois, je sais pas, je les connais pas. Donc, et quand tu connais pas, nous, on a grandi dans une culture où on marche jamais seul, quelque part où on connaît pas. Et bon, bref. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la presse, je savais pas s'ils se moquaient ou s'ils trouvaient ça génial. Et après, tu avais aussi tout le public qui a adoré et qui m'a emmené avec eux. Mais tu avais quand même ce... Et puis, j'ai compris qu'il y avait un truc qui devait pas être normal, et j'ai commencé à remettre de l'huile sur le feu, en fait, au lieu d'essayer de comprendre. Ouais. Moi, je savais pas, par exemple, qu'en France, tu peux pas faire de la musique sans faire de politique. C'est que la musique, les vrais sont à gauche, et puis ceux qui sont trop sont à droite. Enfin, pour moi, et en plus, moi, cette culture-là, c'est même pas la même. Ouais. Moi, j'ai grandi, à gauche, c'est des démocrates, à droite, c'est des républicains, mais les démocrates, ils sont limite aussi libéraux. Ouais. Tout le monde doit s'en sortir, tout le monde doit travailler, tout le monde doit gagner de l'argent. Et t'as pas d'extrême. Et là, j'ai tout ça qui se mélange. Et c'est là que je me rends compte que le personnage, en fait, de Camaro est ultra clivant. Comme si j'étais Eminem, ou alors qu'on parle d'une chanson qui s'appelle Femme Like You, qui est fait pour faire danser les gens. Ouais. Mais le personnage, il faut que tu te remettes en 2004-2005. Tu allais n'importe où, dans un restaurant, dans un truc, et tu t'attendais que les gens se taisent 2 secondes, et tu leur disais Camaro. Mais
c'était genre comme si tu disais Sarkozy ou enfin il y avait t'avais le mec qui disait mais quel baltringue, mais c'est qui celui-là machin, et d'autres disaient non il a tout compris, moi j'adore sa chanson, mais t'avais tout de suite et moi clivant quoi, c'était ultra clivant. Et moi, je comprenais pas à ce moment-là. Je me disais, mais attends, mais j'ai l'impression que j'ai... T'as essayé de te dire de faire une pause à l'époque, de parler à des médias, quelqu'un dire juste les gars... Non, j'avais un ego surdimensionné, mais que je te dis, j'avais la rage au ventre. Il n'y a personne qui pouvait m'empêcher de le faire. Hein. Ça te va pas, on va te marcher dessus et on va passer. Enfin, il n'y a pas de problème. J'ai juste commencé à venir en France avec plus de gens, c'est tout. C'est comme ça. Bah, qu'est-ce que je fasse enfin, Et ça, c'était le cas en France. Toi, il a été numéro 1 en France. Il a été numéro 1 dans combien de pays ? 19 pays ou 20 pays, un truc comme ça. Mais en France, il y avait un vrai clash culturel. Politique, culturel, social. Qui a duré des années ? Non. Ça a duré, disons, la première année et demie, si tu veux. Puis à un moment donné, les gens ont compris que je venais du rap à la base, mais que j'avais fait autre chose. Ils ont compris aussi que j'avais un respect immense pour cette culture. Qu'est-ce que tu penses que les réseaux, il faut bien comprendre, à ce moment-là, les réseaux sociaux n'existent pas. Non. On est avant iPhone, on est avant au Facebook, CD. On est au CD. Le Camaro, dans les années d'aujourd'hui, avec des réseaux sociaux dans tous les sens, tu t'es posé à un moment la question, qu'est-ce que ce serait passé si ton succès avait lieu aujourd'hui ? Bah, je pense que j'aurais plus vu et l'amour et le hate. Tu vois, parce que je pense que... Les haters sont nombreux. Bah, oui, mais ils avaient moins de manières de se manifester à l'époque, tu vois. C'était dans des concerts, et encore, là, on parle de ça, mais c'était une infime... C'était 3 personnes sur 2000 qui venaient me voir, tu vois. Et en même temps, peut-être que j'aurais plus rapidement compris certains clivages culturels que j'ai très bien compris par la suite. Hein. J'ai vite compris... ce que c'était France Inter, ce que c'était Europe 1, ce que c'était Libération, ce que c'était Valeurs Actuelles. Enfin, j'ai vite compris et où se situent les artistes. Là, moi, j'ai toujours grandi avec Jay-Z qui s'habillait avec des chaînes, des très bling-bling, mais on ne savait pas où il votait. En France, l'artiste, il n'a pas besoin de faire de musique ou de parler, on sait où il vote. Encore une fois, je caricature, mais c'est avec des années après que j'ai compris, j'ai dit, ah ouais, putain, ça c'était quand même... Moi, je me rendais pas compte de ce que je faisais quand je remettais de l'huile sur le feu. Je me rappelle qu'il y avait des programmateurs télé qui m'appelaient en disant tu sais que tu viens à l'émission vendredi, ce serait bien que tu mettes genre une grosse montre comme tu fais d'habitude et tout. Et moi, je dis ok, bah, pas de problème. Donc, je mettais Jacob Co ou je sais pas quoi. Enfin, c'était du délire. Et en même temps, ça fonctionne. Hein. Et donc, tout à l'heure, tu disais ces fans, où tu arrives à avoir des fans qui, matin, midi et soir... Pense à toi, envoie des messages, t'attends dans les sorties de tes concerts, ainsi de suite. À quel moment tu t'en peux plus 3 ans après. Ah, t'as mis 3 ans Pendant 3 ans, j'ai joué le jeu. En plus, il faut comprendre que tout était produit par moi, donc pour mon label, c'était incroyable. Dans ma tête, moi, je m'imaginais, avec cet argent-là, je vais pouvoir produire d'autres artistes, je vais pouvoir les aider, on va pouvoir monter nos propres studios. Enfin, tu vois, on avait déjà cet esprit de devenir nous-mêmes... Le prochain Warner. Ouais, ou enfin, en tout cas, du moins, d'avoir notre label indépendant. C'était complètement dans notre culture nord-américaine. Tous les rappeurs avaient leur espèce de royaume pour se produire, etc. Donc... Ouais, je joue le jeu et je vois que ça fonctionne. Et puis de toute façon, j'ai pas le temps. Comme je te dis, je pars en tournée. Mon premier album fonctionne, mon deuxième album fonctionne. Et à un moment donné, le côté producteur a toujours été... Avoir une vision d'une idée artistique, pour moi, a toujours été indissociable avec l'idée artistique. J'ai rarement une idée artistique sans avoir une vision avec, quelle qu'elle soit. Hein. Et là, j'avais l'impression que c'est comme si... C'était devenu une caricature de moi-même, donc j'avais presque l'impression que je n'étais plus crédible dans mon discours de producteur. J'avais aussi l'impression que j'étais en train de me starifier à un point d'abord qui ne me convenait pas. J'ai jamais été une pop star, j'ai été élevé au contraire, je suis un terrien, j'aime bien le contact avec les gens, recevoir des gens chez moi, faire des bonnes bouffes et tout. Enfin, je suis pas du tout cette... Et là, j'avais l'impression que, partout où j'allais, j'étais la star, quoi, tu vois, et les gens changeaient de comportement avec moi. Ça, je me suis dit, mais je vais pas y arriver. Et là, c'est là que je rencontre Shaim. Et là, je vois cet artiste et je me dis, mais tu sais quoi, ça, c'est une star. Ouais. Là, tu le rencontres en France. Ouais. On est en 2006. Ouais. Et donc là, tout de suite, tu dis, là, je travaille avec elle. Ah oui, je me dis, mais c'est l'élu. C'est l'élu. Et en plus, le pire, c'est que je connais
À ce moment-là, je connais la formule, je connais mon métier, je le fais depuis que je suis tout jeune. En tout cas, je pense le connaître très bien. Et le fait de penser que moi, en tant que pop star, paillettes, machin et tout, allait m'empêcher de manière crédible de pouvoir permettre à d'autres de voir la lumière et de trouver leur public, ça, c'était un no-go pour moi. On va revenir dans quelques instants sur ce moment-là où ça s'arrête, où ça va s'arrêter, physiquement ça va s'arrêter pour toi. Mais tout à l'heure, tu parlais justement de cet argent. Ce qui est bien avec les gens d'Amérique du Nord, c'est qu'ils ont un peu moins de tabou pour parler d'argent. Ces titres, ces albums, tu en as fait 3, dont 2 qui ont eu un succès très important. C'est quelque chose que quand tu gagnes ça, quand tu es, pour les gens qui connaissent pas ce monde-là, comment ça se passe la répartition si y a un album qui coûte 10, qu'est-ce qui revient au départ à toi, ou en tout cas au compositeur, à l'interprète, à la maison de disque? Tu peux nous donner à peu près pour qu'on comprenne aujourd'hui? Tous les deals sont différents. C'est-à-dire que dans mon cas à moi, le fait que j'avais un contrôle, en fait j'avais pris tous les risques. Donc tu avais plus. Donc j'avais forcément plus. J'étais mon propre éditeur, donc forcément j'avais plus. J'étais mon propre manager, donc j'avais pas de cut de management à donner à qui que ce soit. Et en plus, j'étais prêt à partager des risques avec le producteur ou la maison de disques qui voulait travailler ce projet et le faire exploser. Donc, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui contrôlent quasiment totalement toute la chaîne, quasiment sauf la toute diffusion. La galette. Et après, tu décides, je vais donner à un distributeur qui va prendre 20%, par exemple. Et en plus, après, les compositeurs, les gens avec qui tu travailles, ça, c'est encore autre chose. C'est à la SACEM. Si tu fais une chanson, tu dis, OK, on est 50-50. Tu déposes la chanson, 50 producteurs, 50 musiques, 50 paroles. Tu déposes ça. C'est assez classique, en fait, le partage de la partie auteur. En revanche, le fait que j'ai pris tous ces risques-là, que j'ai économisé cet argent, que j'en ai emprunté aussi, parce que j'ai fini par emprunter aussi de l'argent pour pouvoir financer tout ça. Une fois que tu prends tous les risques, tu gardes la partie producteur, donc tu es propriétaire de l'IP. Sur 10 € par exemple d'un album qui se vend, tu vas avoir la maison de disques qui va en prendre... grosso modo, à peu près 65, donc 6,5 €. La maison de disque prend 65. Oui, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, tout dépend du deal que tu as. Si c'est un deal d'artiste, c'est encore plus que ça. Ouais. Si c'est un deal de licence améliorée, donc sur lequel tu participes au risque, tu es plutôt plus proche des 50-50 que de... Mais par contre, tous les investissements initiaux à partir de là sont assumés par la maison de disque, par ton distributeur ou ton licencié. Donc ils prennent ce risque-là et ils prennent une partie non négligeable. Donc... tout le reste, comme toi, tu avais réussi à faire de la production, c'est chez toi. C'est pour moi, ouais. Et ça, tu parles de royalties, donc ça, c'est sur le moment. Et donc, c'est là les albums, parce que tu en vends beaucoup. Donc là, tu deviens très riche grâce à ce travail d'artiste et de producteur. Tu as été intelligent de garder une partie chez toi. Après, comment ça se passe les années après? Quand moi, j'entends ta chanson X fois dans l'année, encore aujourd'hui, y a quelque chose qui arrive chez toi, bien sûr, c'est là où la SACEM est... donc ça, tu parlais, c'est toi qui as les droits. Complètement. Après, Warner aussi a encore les droits? Non, Warner ont les droits pendant une période déterminée par une entente entre nous. Ça veut dire que tu cèdes comme une licence dans le milieu traditionnel. Exactement. Sur X années, après, tu as ce qu'on appelle aussi les périodes de sell-off, c'est-à-dire c'est une période auquel, après la terminaison du contrat, le distributeur peut continuer à distribuer pendant un certain temps. Tu as aussi des clauses de sunset. Enfin bref, mais en tout cas, normalement, ça se passe comme ça après quelques années. Et donc aujourd'hui, ça te revient. Quand j'entends, tu me dis énergie, quand j'entends sur énergie aujourd'hui, c'est quoi le modèle? C'est que il y a un montant que l'énergie doit te donner. Complètement. Et c'est toi qui... Je suis producteur de ces... c'est ce que j'appelle moi la rémunération du risque. C'est-à-dire que qui a pris le risque au début et qui a financé ce travail au début et qui a permis que ça puisse éclore et générer aussi les droits alternatifs. Parce qu'après, tu as les droits voisins, tu as les droits d'auteur, tu as les droits d'édition. Enfin, tu as toutes sortes de droits qui se génèrent à partir du moment où le droit master, qui est le droit de la galette, celle qui a permis d'imprimer les albums, de presser les albums, est utilisée ou diffusée. Donc tu sais, chaque année, combien de fois elle se joue? Non, ça tu n'as aucune idée. Ah, tu vois, parce que normalement, tu ne dois pas toucher X centimes par diffusion? En fait, c'est pas comme ça qu'ils font? Non, c'est assez... En fait, tu as des sociétés de gestion collective et tu as des distributeurs. Les distributeurs, en fait, vont placer ces chansons aujourd'hui. À l'époque, c'était
essayer de garder les disques en avant-plan dans les magasins. Dès qu'il n'y en a plus, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, c'est s'assurer que les disques soient sur toutes les chansons soient sur les plateformes, sur les playlists. Ou placés aussi dans des campagnes de pub, dans des séries, dans des films, etc. Et puis tu as la société de gestion collective, donc la SACEM en l'occurrence, qui elle va collecter les sommes de droits d'auteur qui sont payés lors des exécutions publiques ou des reproductions mécaniques. Donc c'est deux natures de droits différentes qu'on appelle d'un côté les droits master, de l'autre côté les droits auteurs, donc édition ou droits d'auteur inaliénables. À partir du moment où tu contrôles tout ou en partie, tu as des redditions de comptes. Donc, chaque fois que quelqu'un passe de la musique, normalement, les règles sont assez strictes. Par exemple, si tu fais une fête chez toi avec 30 personnes, t'es censé... 30, c'est le cut? Non, je te dis ça comme ça. Je m'arrête à 29, alors maintenant je m'arrête à 29. Faudrait demander à la SACEM qu'est-ce qui est considéré comme une exécution publique. Okay. Mais en tout cas, quand tu diffuses la chanson, tout est rempli, et puis la SACEM envoie la facture et tu payes. Sur ta vie, combien tu penses que cette chanson t'aura apporté? J'en sais, j'ai aucune idée. Ah. Non, je te promets, j'ai aucune idée. Plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions. On est en millions, ouais. Bien sûr. Après, combien j'en ai refoutu dans le pipe Une question que j'ai pour toi, dans tous ces albums que tu as pu créer, là on parle d'une chanson, c'était quoi ta chanson préférée? Est-ce que tu arrives à en trouver une? Est-ce qu'il y en a une que tu dis juste, ça c'était pour moi quand même, c'est celle que je préfère? Encore jouer aujourd'hui, chanter, écouter? J'en ai pas. Enfin, forcément, Femme Like You a un goût particulier parce qu'elle a raconté une histoire incroyable. Combien de fois tu penses l'avoir chanté? Je sais pas, une dizaine de milliers de fois. C'est dingue. C'est ouf. C'est dingue. Non, il y a des chansons qui sont pas du tout connues, qui me rappellent tu vois, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle I Shine. Et c'était une chanson que j'ai faite. Tu as mentionné tout à l'heure que j'avais fait 2 albums et un troisième. En fait, le troisième, c'était ma maison de disques on s'est mis d'accord ensemble pour que je fasse cet album de remix pour que je termine mon contrat parce qu'ils ont compris que c'était parti. C'est fini. Ouais. Donc, et comme je leur devais un album et que je leur avais dit que Shime allait être bien plus big que moi, ils m'ont dit, bon, dans ce cas-là, fais-nous un dernier album pour clore ce truc. Et j'ai fait cet album. Et dessus, il y avait donc Let's Go, qui est une chanson que mon public connaît très bien et tout. Et il y a une chanson qui s'appelle I Shine, qui est assez rap d'ailleurs, moins chantée et tout, et qui me rappelle cette période de fast de Miami. C'était les belles années de Miami avant que ça parte un peu en sucette, où je vivais au Delano de Miami. Et tout était juste ubuesque, en fait, dans cette période-là. Ça a été peut-être mes derniers délires de star. Ouais, de stars, de nouveaux riches, je sais pas comment tu vas appeler ça, mais avant que je revienne à mon éducation old money, tu vois. Avec des valeurs. Ouais, et tout est dit dans cette chanson. Elle s'appelle I Shine. Qu'est-ce que tu dis dedans? Je dis que tu peux me voir dans les airs, dans mon Falcon, tu peux me voir sur la mer. Tu peux la faire? Tu l'as fait encore? Je m'en rappelle même plus. Ça fait partie de ces chansons que tu ne reviens pas? Non, je la fais pas sur scène. Elle était technique. Elle est très technique et ce que je dis dedans est abominable. C'est-à-dire que c'était toi. C'était moi dans ma période la plus plutôt fier. Hyper fier. Super fier. Ouais. On va faire une pause musicale maintenant. Ça tombe bien avec toi. Question, et tu réponds tac au tac des questions que je vais te poser. Tu les développes si tu as envie. Ton album préféré de tous les temps? S'il y en a un à garder. Reasonable Doubt de Jay-Z. Ah, donc Jay-Z, c'est quand même... Il est tout là-haut chez toi. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que... Ouais. Le morceau que tu peux écouter en boucle, sans te lasser? Mistral gagnant de Renaud. Ah ouais. Combien de fois tu as écouté ça, la même chose? Tu demandes à ma femme, quand elle veut me faire plaisir, quand elle me sent un peu tendu, elle te la met. Elle met ça. Mais comme j'aurais pu dire La Bohème d'Aznavour, mais si vraiment tu me demandes c'est quoi mon album préféré, ça me fait penser à une période. Bien sûr. Mais les chansons que je peux réécouter sans me lasser sont intimement liées à cette période dans le couloir au Liban pendant la guerre. Renaud, il n'était pas encore sur celle-là. Non, mais quand j'ai découvert cette chanson après, ça m'a fait exactement la même chose que Ne me quitte pas de Brel. Je trouve que Mistral gagnant est probablement une des plus belles chansons. La ligne de piano derrière, le texte. Ouais, la question, c'est que tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que tu avais une très belle voix. Qui? Beaucoup de gens. Ah bon? Donc Mistral gagnant, ça donne quoi?
En plus, le problème, c'est que j'ai un problème de mémoire, donc du coup, je me trompe toujours dans les paroles. Qu'est-ce que ça fait à m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les temps sans qu'il y en a. Le son de fond de temps qui reviendra dans tes petits doigts. Je te jure, je peux pas me rappeler du texte. Ah, moi j'aime bien, ceux que tu donnes, moi j'aime bien. Moi j'écoute ta voix, c'est. Mais oui, mais j'aime bien chanter. Ouais. Et j'ai d'ailleurs, même à mes périodes... la chanson que tu as le plus chanté alors la chanson. J'ai l'impression que tu as autant de troubles de mémoire que moi, donc ça m'inquiète. Non, mais ça c'est. Ça arrive souvent sur scène Alors sur scène, bizarrement pas, mais ça m'est arrivé. Non, mais j'avais des prompteurs parfois sur scène, parce que j'ai des moments où je peux écouter une chanson 200 fois, et puis justement, tu me demandes à un instant T de la chanter. Et plus personne. Ça, tu l'as chanté souvent. Ça sera le gagnant. Je l'ai chanté souvent, oui. Mais j'ai des blancs de mémoire, sur plein de... Et il y a une fan un jour qui pensait que c'était un retour en fait sur scène. Ouais. Et elle a vu que c'était un prompteur, ce qui pour moi n'était pas grave en soi. Elle était tellement déçue. Elle s'est mise à rire et elle a pointé le prompteur et je l'ai vu dire à d'autres, il a ses textes sur la petite télé là. Ouais. Et je sais pas, ça m'avait piqué, du coup j'ai arrêté de mettre le prompteur et j'ai assumé les fois où j'ai des blancs. Ouais. Ça m'arrive régulièrement sur scène. T'as des blancs. Ouais. Et est-ce que t'as joué des blancs sur Femme Like You? Femme Like You, non. Non, Femme Like You, ça devrait aller. D'accord, pas pourquoi tu parce que Femme Like You, c'est pas 200 fois, c'est 10 000 fois. Donc, d'accord, et en acapella, tu l'as fait souvent? Très rarement. Moi je voulais Mistral gagnant. Oui, mais là j'ai des blancs de texte. Vas-y, en Femme Like You, tu peux pas l'avoir. Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit. Tu donnes un son à ma vie et puis je sais pas ce qui se passe. T'as ce regard dans la face qui me ramène à la case départ, là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti. J'adore. Tu sais quoi, tu dois la sortir en acapella, celle-là. La chanson qui t'émeut le plus. Qui m'émeut le plus. Ouais. Celle nouveau qui en ce moment ou non, dans ta vie, celle que tu dis. My Way. Attends, je vais pas te la faire aussi, ça là. Vas-y, fais-la voir. Moi, je sais pas chanter, moi. Les gens m'ont dit. I did it my way. Il y a un truc. En plus, je trouvais qu'il y avait. Plus jeune, j'avais aussi cette. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais cette fascination pour ce monde des gangsters de New York des années 70. Évidemment, là, on parle de Frank Sinatra, là, la connexion était forte. Mais même dans ma musique, même dans ma façon aujourd'hui d'aborder la manière dont j'utilise ma voix et tout, il y a quelque chose d'un peu crooner, gangster des années 70 que je trouve inspirant. Peut-être pas My Way que comme d'habitude? Non, j'aime bien comme d'habitude belle, aussi, hein, ouais, bien sûr. Ça, c'est... l'artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Ah, c'est une bonne question, ça. Toute l'école des synthés vintage, genre Jean-Michel Jarre. Il y a quelque chose il y a certaines musiques que je vais écouter où je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je m'imagine seul dans un stade, comme un peu le seul fan de ce mec qui a acheté toutes les places. C'est que pour moi tu joues. Ouais. Tu joues que pour moi. Et Jean-Michel Jarre, c'est... Tu l'as déjà rencontré? Non, je connais pas du tout. Mais sa musique m'a souvent inspiré ces 10 dernières années, comme beaucoup d'autres monstres. Une chanson que tu aurais adoré écrire? Une chanson que tu dises, waouh, la puissance du texte. Ça doit probablement être soit la Bohème d'Aznavour, soit il y en a tellement. Je crois qu'il doit y avoir au moins 5 ou 6 chansons d'Aznavour où je me dis que j'aurais tellement aimé écrire ça. On s'arrête 2 secondes sur Aznavour. Ceux qui n'ont pas encore vu le film exceptionnel co-réalisé par Grand Corps Malade et par Minos, allez le voir. C'est Aznavour, c'est sa vie. Tahar est exceptionnel dans ce film. Et puis voilà, qui ne peut pas aimer Aznavour, son histoire, la qualité de ses chansons. Enfin, c'est assez dingue. Un titre que tu as écrit et produit que tu préfères, c'est lequel? Un titre que j'ai écrit et produit que je préfère. Je te dirais que c'est
un des titres de mon nouveau projet qui parle de ma fille. C'est la première fois que j'ai essayé d'aller au-delà de ce que je pense être capable de faire en tant qu'homme, papa, etc. Je pense que quand j'écris ou quand je fais de la musique, c'est plus facile. Et j'ai écrit une chanson sur mon nouveau projet qui s'appelle Cœur Pyromane et où je parle justement de cette métamorphose qu'on peut avoir en tant qu'homme quand on parle de sa fille. Donc, on parle de la belle Gaïa. Ouais. Ton chanteur préféré? Mon chanteur Ouais. préféré? Tu parlais de Jay-Z tout à l'heure, est-ce que... Qui m'a beaucoup inspiré, Ouais. même dans sa manière d'aborder la musique, les affaires, le fait d'être autonome, d'être son propre producteur, etc. Mais sinon, mon chanteur préféré, mon artiste préféré, je pense que c'est Aznavour. Ouais. Et ton artiste, ta femme artiste préférée? Féminine? Ouais. Aretha Franklin, je crois. Donc on va revenir sur cette période où, ça y est, on est à la fin d'année 2006, 2007. Et là, tu le dis, tu dis, tu as une cape de super-héros. C'est comme ça que tu vois la cape de super-héros. À quel moment cette cape a été tellement lourde à porter, c'est qu'elle te faisait plus voler, c'est qu'elle était celle qui te ramenait au sol tout le temps. C'est ce moment où tu tournes partout, tu en es à la 7e salle que tu fais, et que là, on te retrouve à peser. Combien tu pesais à la fin 48 kilos, 46, je crois. Ouais. Et donc, c'est là où tu le sentais, tu le voyais arriver, tu essayais de ne pas le voir arriver. Ton premier cercle, il fait attention à toi, il est plutôt là pour récupérer ce qu'il peut récupérer. Tu l'écoutes encore? Ils y peuvent rien. À ce moment-là, en plus, tu me mets tout ce succès pendant 3 ans, plus de l'argent, plus... T'étais célibataire à l'époque? Une revanche, oui. Enfin, j'ai toujours eu des relations de connivence. C'est-à-dire, j'aimais bien être avec quelqu'un en disant d'ores et déjà que je pourrais rien faire de plus. Enfin, je peux pas me projeter. Donc c'est pas mais que j'aime pas non plus papillonner à droite à gauche. Donc je préfère avoir une copine, mais avec qui je vais rester longtemps. Mais on sait très bien que ça dépassera pas ce stade-là. Donc, tu faisais pas partir de ces stars qui papillonnaient sortis de tous les. J'ai dû le faire à des petits moments, mais c'était gentil et toujours très respectueux. Tu commences à te jeter tes cheveux là quand tu commences à. Non, parce que c'est pas le sujet qui me met le plus à l'aise, mais non, mais je vais pas non plus faire le sainte ni touche. Enfin, je me suis amusé aussi et on a partagé des super moments avec des personnes super. Mais ce que je préférais quand même, c'est la rigueur, la discipline, le fait que même si j'allais et qu'on faisait des teufs sans nom, le lendemain, il fallait que je prenne ma citrate, mon machin, aller faire du sport et on repart au boulot, quoi. Donc là, il y a une date particulière. Tu es en Russie. À l'époque, on pouvait encore aller en Russie se produire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. À quel moment tu te retrouves où ton corps dit stop, en fait? Soundcheck, balance de son l'après-midi d'un festival dans lequel je jouais le soir. Et là, la machine s'arrête, quoi. Je sens une crampe abdominale terrible. Et je n'arrive même pas à me tenir. Enfin, la douleur est insoutenable. Et je m'écroule sur scène. Et là, on m'amène en ambulance à l'hôpital de Moscou. Et ils disent que je suis en plein... en gros, que j'avais un ulcère qui est en train de crever. Ils veulent t'opérer? Ils veulent m'opérer. Oh là là là. Et donc, heureusement... T'as quelqu'un de confiance qui est avec mon toi. équipe, ouais, François Pinard, qui est mon ami Merci et tourneur historique. Après, il a l'habitude, il a fait toutes les tournées de Kassav en Afrique, il a fait tourner Indochine. Enfin, c'est un grand monsieur de la prod de spectacle à l'ancienne, quoi. Et il connaît tous les petits trucs. Et là, il a dit non, stop. Il a appelé un médecin en France, il lui a envoyé les radiographies, enfin bref. Et l'autre lui a dit non, il est pas bien, mais il n'y a pas besoin d'opérer tout de suite. Donc, il faut que vous le ramenez en France en urgence. Et voilà, et j'ai été rapatrié en France, hospitalisé pendant une dizaine de jours. Et oui, j'ai frôlé la catastrophe. Donc là, tu crois au destin, toi? Tu dis, il y a un message. Ouais, là, c'est un peu de karma, un peu de bienveillance de tout là-haut, et un peu de karma aussi, parce que j'ai toujours essayé de faire les choses bien quand même. Donc, Et là, comment tu fais? Parce que là... ta maison de disque doit vouloir continuer à te pousser certainement le plus possible. Tu as certainement beaucoup de dates encore qui sont prévues. Là, tu sais vraiment dans ta tête que tu dis que ça va être 2 ans de respiration, 6 mois de respiration. Tu sais que tu ne retourneras pas à ce niveau-là? Ou est-ce qu'en disant ça, tu dis juste, tu sais quoi? Et tu as aussi cette réflexion en disant juste, faire un coup comme ça, c'est exceptionnel déjà une fois. Arriver à le répéter, j'ai même pas envie d'essayer, j'ai envie de vivre une autre vie, une autre direction.
Est-ce que parce que tu es tout jeune, encore une fois, il faut imaginer, hein, tu as 27 ans. C'est-à-dire que l'expérience, elle est pas monstrueuse non plus. Après, arrivé à cette période-là, je suis déjà un peu dans le début de la fin dans ma tête. Ouais. C'est-à-dire que j'ai déjà envie de m'arrêter, j'ai envie de retrouver une vie plus sérieuse, entre guillemets. Mais par contre, je veux remplir mon engagement. Donc aussitôt que je sors de l'hôpital, je retourne immédiatement à Montréal. Je retrouve mes médecins, mon coach de sport. Et là, je me mets dans une hygiène de vie impeccable. Et c'est là où c'est reparti un peu, en fait. C'est là où je reprends un peu confiance parce que je reprends ma tournée quelques mois après. J'ai mis quelques mois à me remettre en selle. J'ai réalisé que je m'étais fait très peur et je m'étais dit qu'avec ma nouvelle hygiène de vie, ma nouvelle discipline, le machin, je pouvais peut-être encore... Continue un peu, pousser encore. Et donc, j'en ai reprofité pendant un petit moment. Mais ça a été... je pense qu'à ce moment-là, je savais que même si je revenais et que je rekiffais encore un petit peu, j'avais une date de péremption qui était évidente, quoi. Donc, tu avais cette intelligence-là. Date de péremption parce que tu savais que tu étais monté tellement haut et que tu avais un peu de réflexion. Tu dis juste, c'est... Je sais pas si j'ai fait ces calculs stratégiques, tu vois. Surtout qu'à ce moment-là, Chaim est en studio, je sais ce qui arrive derrière, je m'accomplis en tant que producteur, je suis très heureux. J'ai pas l'impression que j'abandonne quoi que ce soit. Oui, mais souvent, quoi. C'est assez rare parce que souvent, alors c'est rare que les interprètes comme toi sur une chanson comme ça et les 2 premiers albums qui ont eu des grands succès prennent cette décision. C'est comme un homme politique ou une femme politique. Moi, j'en connais très peu qui disent « Oh, tu sais quoi ? Bien sûr. Moi, je vais prendre un peu de recul et puis j'arrête pendant 20 ans. » Il y a beaucoup de postures. Il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup dans la posture. Mais je me suis posé la question, tu sais, je me suis vraiment dit, est-ce que parce que il y a quand même tout un business derrière, et la maison de disques, il y a l'argent que je gagnais, et encore une fois, l'argent que je gagnais, je le pensais même pas pour moi, au-delà de 2-3 délires que ça me permettait de faire, c'est que j'avais les moyens de faire tout, de faire tout et dans la musique, quoi, d'aider plein d'autres artistes, de partager ça avec tout. Enfin, et je pense pas m'être dit, ah tiens. Est-ce que je vais vraiment réussir à faire un autre tube plus gros que celui-là ? En fait, je me disais juste, cette vie qui vient... En fait, t'es dans le système. T'es dans le système. Ça veut dire que il faut que tu aies un titre qui marche, donc pour ça, il faut que tu fasses tel genre de titre, et il faut que tu fasses tel genre de promo, et il faut que tu ailles à tel endroit, et il faut que... En fait, c'est tout un truc, et en plus, il faut que tu ailles chercher les meilleurs producteurs qui coûtent très cher. Enfin, tu es dans une espèce d'économie, de machine, qui fait que... Tu peux te poser la question à savoir, mais est-ce que c'est le titre que j'ai envie de faire là, à l'instant T ? Et si le titre que j'ai envie de faire à l'instant T, c'est pas celui qui peut marcher rarement, l'artiste va prendre un pas de côté en disant je vais arrêter de faire ça. De nouveau, tu es dans le système, tu réussis dans le système. C'est assez rare, moi j'en connais très peu, qui sont allés pour des raisons. Soit c'est une posture et tu réécris l'histoire quelques années après en disant juste, tu sais quoi, moi je voulais être producteur. Soit tu te disais, soit tu étais vraiment en burn-out absolu. Soit tu avais, et là, si on revient sur ton histoire personnelle, tes parents, cette création que tu es, qui dit, c'est quoi, l'alignement, il se situe pas en faisant ça. Mais tu vois, moi, c'est ça ma question. Oui, mais je voulais pas abandonner En fait... Tu l'as pas abandonné. J'ai même fait des projets après, beaucoup plus confidentiels. En fait, c'est le système que je voulais quitter. Je voulais plus être cet artiste qui a un cahier des charges, un planning, des scores à atteindre. Et même en sachant que tu allais avoir 10 fois moins d'argent, 10 fois moins de reconnaissance, ça ne dérange pas. Mais... Tu savais que ça allait arriver comme ça ? Ce que je savais, c'est que j'avais plus envie de ça. Peu importe, tu m'aurais mis une mallette avec 10 millions cash dedans, je t'aurais dit, j'en veux pas. Je veux pas. C'est un truc, ça commence à me... Et je suis incapable d'aller contre nature. On attaquait ta liberté, c'est ça que tu disais. Ouais, je suis incapable d'aller contre nature. Si je sens un truc... Donc on parlait de la production. Donc là, la chance que tu as, c'est que tu as un autre métier que tu aimes beaucoup. Donc là, tu commences, tu disais que tu as ta pépite, comme ça que tu la vois. Voilà, quelqu'un qui là, tu es dans ces années-là, tu produis donc le premier album. Ça se passe comme tu imagines ? Ça se passe comme vous imaginez ? Non. En fait, pendant 2 ans, je la coach, entre guillemets, dans le sens où on lui apprend, elle vient traîner dans le label, elle rencontre les équipes de marketing. Et je veux qu'elle connaisse ce métier avant même de commencer. Je veux qu'elle mûrisse, je veux qu'elle prenne confiance en elle. Elle est extrêmement timide quand je la rencontre. Et pour moi, c'est comme si je savais que ça allait marcher très très fort pour elle et je voulais être sûr qu'elle soit prête parce que je savais que ça allait marcher et j'étais même surconfiant que ça allait marcher. Et en fait, ça démarre doucement. Et moi, j'avais pris des risques démesurés parce que, comme j'ai déjà expliqué, je voulais pas que
tout cet argent que j'avais gagné, que j'avais pu mettre dans le label pour qu'on puisse produire des gens, leur développer des infrastructures, etc., je voulais pas risquer tout ça pour une artiste sur laquelle moi j'étais persuadé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une maison que j'avais achetée et je l'ai hypothéquée pour produire ce premier album, et surtout que Scheim, ça arrive tout de suite avec un glam squad, avec maquilleuse, styliste, machin, danseur et tout ça. Ça coûte un peu plus cher d'argent que moi, quoi. Tout seul comme un grand. Voilà. Et donc je suis un peu embêté parce que ça démarre doucement, parce que c'est pas le démarrage auquel on s'attendait. Et pendant cette période, je me dis, mec, ta maison elle est hypothéquée là sur le coup. Tu t'avais brûlé tellement d'argent en faisant tous tes délires parce que tu avais gagné énormément. Tu avais quand même gardé un peu t'avais mis de côté un peu. Mais il était dans la boîte, c'était pas mon argent, c'était mon argent, mais que j'avais mis dans la boîte pour qu'on puisse faire ce qu'on avait besoin de faire. Et je voulais pas toucher à cet argent, je voulais le faire avec mon argent perso. Ce qui n'était pas une grande idée à l'époque, mais c'était une manière pour moi de... C'est comme si je voulais pas embarquer tout le monde avec moi. Je voulais pas qu'ils se disent un jour, bah super, ok, on a fait tout ça. Ouais. Et après, c'est comme les entrepreneurs qui font un énorme très bon coup et qui après en font deux très mauvais, trop sur deux, trop confiants et qui finissent par cramer tout ce qu'ils ont gagné et c'est la fin. Donc je faut essayer de faire la fourmi. Scheim, c'était mon histoire. Scheim, c'était le tien, perso. Et d'ailleurs, je n'écoutais personne. Ouais, fais attention, c'est pas trop les filles en ce moment, c'est une période de mecs, c'est le R&B masculin, il n'y a aucune fille. On m'a dit, mais tout. On t'a prévenu. Elle n'a pas une vraie voix, c'est pas une chanteuse en puissance. Tu vois, je disais, ok, bah, parlez autant que vous voulez. Et c'est pour ça que, en fait, le fait d'hypothéquer ma maison, j'avais de l'argent perso, cash. Boum, tu dis, les gars, c'est pour moi. Sauf que quand ça démarre pas comme tu veux, tu te dis, bon, les gars... J'ai pas eu raison. Bah, je lâche pas l'affaire comme ça, mais je commence à me dire, t'as peut-être été un peu trop confiant, tu vois. Et puis, je me dis, mais en fait, je pense qu'il faut qu'on la voie, on l'a peut-être pas assez montré. La musique sur Scheim, ça suffit pas. Il faut la musique il faut qu'on voit son sourire, il faut qu'on voit son charisme, sa rage au ventre et tout. Et là, tu mets un peu plus d'argent. Non, en fait, on décide, parce qu'à l'époque, on sortait un titre, on voyait comment ça se passait, on faisait le clip après. Et puis si jamais ça se passait pas très bien, on en sortait une autre, et une fois que ça marchait, boum, on faisait le clip du truc. Et ça, je trouvais ça un peu moyen comme idée. Donc là, tu commences par le clip. Bah, on se dit, on va faire un clip, et on va tout mettre sur ce putain de truc, il faut qu'on la voie, il faut qu'on voit son charisme et tout. Et de toute façon, moi, il est hors de question qu'on se prenne un mur. Je sais. C'est comme si je me disais, mais je sais que ça doit marcher, pourquoi ça marche pas ? Et on pousse, et on pousse, et on pousse, et on retravaille certains titres de l'album, et on fait le visuel. Et là, tranquillement, ça commence à décanter. Tu vois, on sentait que les gens commençaient à connecter avec elle. Et puis, pour te la faire courte, on a continué à travailler fort pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, boum, ça monte. Ça a pété. Fort. Et là, tu dis... Non, même pas. J'adore gagner en équipe. Elle a douté, Scheim, pendant un moment, elle a douté de toi, de... Faudrait lui demander, mais non, je crois pas. Elle me faisait confiance. Non, bah bien sûr qu'on en parlait beaucoup. Elle savait. Déjà pour elle, c'était déjà extraordinaire d'avoir une équipe. Enfin, ça termine à combien quand il faisait? C'est combien d'albums vendus? Scheim, le premier, c'est 500 000. Le deuxième, c'est 400 000. Donc tu l'as produit comme 3 ça. 3 millions d'albums vendus en carrière. Je sais pas combien de billets. Et toujours toi producteur à chaque fois? Je suis encore aujourd'hui. T'es toujours producteur. En fait, on forme une équipe aujourd'hui. C'est comme tu dis, c'est la famille. C'est la famille, c'est la petite sœur. Justement, dans les autres choses que tu peux faire, parce que là, on a compris que tu prends, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que tu as pu plus facilement abandonner une carrière d'interprète, ou en tout cas le mettre entre parenthèses, parce qu'on a vu qu'au fil des années 2010, et encore aujourd'hui avec ton dernier projet, tu continues à avoir des projets, en tout cas là, personnels. Donc là, il y a certainement ce moment où tu deviens un producteur à succès, parce que quand on produit une artiste qui vend des centaines de milliers, il faut bien comprendre. Et qui devient une icône d'une génération en France, quoi. Et ça n'arrive pas tous les mois, hein, c'est rare. Et puis ce type de montant-là, il faut bien que les gens se comprennent. Ça n'arrive jamais ou quasiment jamais. C'est rarissime de vendre plus de 100 000 albums, parce que c'est ce qu'on appelle les albums de platine, ce qui est quand même rarissime. Donc ça se passe. Quels sont les autres projets? Parce que toi, je sais que tu touches à plein de choses. Donc raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes ces années, tu vois, depuis qu'ils ont continué sur la production? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as tenté? L'hôtellerie, la restauration. J'ai eu des histoires formidables. Et puis il y en a, voilà. Et tout ne s'est pas passé comme tu imaginais. Non, mais quand je dis formidable, hein. c'est formidable dans l'autre sens. C'est-à-dire à peu près tout ce que j'ai touché en dehors des la arts... musique, de l'art, t'as raison. s'est révélé
être une catastrophe. Non, mais je le dis en rigolant parce que c'est pour ça que je dis, j'ai quand même beaucoup plus foiré de choses que j'en ai réussi, et je pense que tout entrepreneur honnête dit la même. Bah oui, au prorata, je veux dire, on réussit 3 trucs sur 10, mais les 7 trucs qu'on a ratés, quelque part, nous ont apporté quelque chose pour les 3 trucs qu'on a réussi. Mais oui, les clubs, les restos à Miami, C'est une longue liste. Quand tu rentres à Montréal 2017-2008, les gens continuent. À quel moment tu as senti qu'on te reconnaissait moins que je commence à retrouver l'anonymat. L'anonymat que tu recherchais, est-ce que tu étais obligé de continuer à mettre une casquette? C'était vraiment plus tard, tu vois. C'était 2012, 2011, 2012, 2013. 5 ans après. Ouais. Quand je dis, je continue à faire des projets que je sortais, comme si... Mais que je faisais exprès de faire des projets qui étaient personnels, sans jamais réfléchir à quoi que ce soit, à savoir si ça peut marcher. J'avais envie de faire un projet en anglais, je fais un projet en anglais. J'avais envie de faire un projet électro, je fais un projet électro. Et je pense que les gens ont... Donc en fait, et puis surtout, on entendait parler de moi, puisqu'on entendait que j'étais le producteur de Scheim, que j'avais monté des labels avec Warner, avec Universal. Enfin, j'ai fait énormément de choses. Mais physiquement aussi, tu as changé. Mais dans le sens, c'est que t'as plus cette montre. J'ai une montre de golf. Donc, t'es quand même. Ça aussi, ça change. C'est que les gens qui avaient l'habitude de te voir débouler avec le bling-bling, le hustle, comme on dit, t'as aussi petit à petit changé. Donc, je l'ai affiné. Je pense que je suis encore un hustler. J'ai encore certains vestiges de cette éducation-là. Je pense qu'on l'a. C'est quoi tes hustlers d'après toi aujourd'hui? Le travail. Dans le travail. Ouais, puis j'ai quand même. Alors, je n'aime pas les mêmes choses, mais j'aime encore les belles choses, peut-être différemment. Moins de voitures. Ouais, les voitures, ça m'est passé. Tout est dans le golf aujourd'hui. Ça me coûte très cher. Non, mais je peux partir sur un délire de golf. Ouais, quand toi, c'est ça qui est génial avec toi. Quand t'aimes. On a du mal à te faire changer de... Alors, oui, après, heureusement que j'aime pas 15 millions de trucs, tu vois, mais c'est vrai que... Et puis des choses plus ou moins chères qui peuvent tes passions, ça va. Celle-là, les voitures, elles étaient quand même... Ouais. Mais ça, j'ai troqué les voitures pour l'art, déjà. C'était un peu mieux, parce qu'au moins... Tu peux les revendre, hein. Au moins, ça dépend, ça descend pas de 50% chaque année. Voilà. Et puis surtout, ça t'apprend aussi la curiosité, de l'abstraction, ça t'apprend plein de choses. Ça nourrit le mental, l'art. Alors que la bagnole, honnêtement, ça va te créer quelques sensations. Après, je te dis pas que de temps en temps, aller louer une voiture pour aller faire du circuit ou rouler dans une voiture ancienne, ça me procure encore des trucs. On parlait tout à l'heure de ces fans qui te laissaient un peu plus tranquille. Ça t'arrive encore souvent, quelqu'un qui vient taper sur l'épaule sans te dire, ça va t'arriver un jour. Hein. Vous étiez l'icône de ma maman. Donc ça, c'est... Plein de fois. Donc ça m'arrive, mais c'est ce qui est drôle. Je pense que j'en parlais dans une interview il y a quelques jours. J'ai presque l'impression que les gens, tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est comme s'ils l'avaient senti et qu'ils l'ont respecté. Ouais. Peut-être justement parce que je n'avais aucune posture. Quand j'ai dit stop, je ne suis pas une putain de pop star, j'ai envie de retrouver une vraie vie et de continuer à faire ce que je fais dans la musique. C'est comme si les gens avaient dit, tu sais quoi, on dirait qu'il dit la vérité. On n'a pas l'impression qu'il ment. Et du coup, ils m'ont accompagné en silence. Et c'est ce qui explique peut-être le fait que Femme Like You est encore autant dans leur vie aujourd'hui. C'est comme s'ils avaient respecté ça. Et aujourd'hui, ils ont un comportement avec moi comme pour me mettre à l'aise. Et je dis pas que c'est ça, ce serait trop prétentieux, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, c'est mon ressenti. Tu me racontes, c'est cette personne qui est venue te voir dans un hôtel de très grand standing et qui avait ton visage, c'est ça? Ton visage sur son dos, c'est ça? Les deux. Il avait mon visage tatoué dans le dos et tout le texte Sous l'œil de l'ange tatoué juste en dessous de mon visage. Donc, tu avais ma tête en gros là. Et tout le bas du dos, c'était tout le texte de Sous l'œil de l'ange. Et donc il vient me voir et il me dit est-ce que je peux te montrer quelque chose? J'en ai pour 2 minutes. Et il pose ses affaires, mais on est sur la rue, quoi. Ouais. Et il dépose ses affaires et puis il enlève sa chemise et puis son t-shirt. Et il se tourne. Et tu dis quoi à ce moment-là? Comment tu peux réagir? Je suis un peu choqué, tu vois, et en même temps, j'ai envie de lui dire, mais en même temps, pourquoi? Tu vois, c'est peut-être effectivement que ce texte... Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de Sous l'œil de l'ange, qui était une chanson qui les a beaucoup aidés, ou qui leur a... Mais lui, visiblement, ça lui a complètement changé sa vie, son mindset, sa manière de penser et tout. Et il s'est senti le besoin de le tatouer. Donc sur le coup, je suis très touché, et je lui dis merci beaucoup, je sais pas comment vous remercier, etc. Il m'a dit juste une photo et tout, machin. Il fait la photo et il s'en va. Et c'est après, j'étais avec ma femme et elle voit que je suis troublé, tu vois.
Elle me dit, ça va? Je dis, oui et non, quoi. C'est typiquement ce genre de truc. Tu lui as dit, j'aimerais bien que tu mettes aussi ma photo sur ton... Ouais, pourquoi tu fais pas, tu vois, regarde ce et que alors ça, c'est les gens qui m'aiment vraiment, ça. Non, mais ça m'a perturbé, en fait. C'est comme si ça m'a ramené, comme si j'avais envie de dire à ces gens-là, je suis super content de faire partie de votre vie, etc. Mais vraiment, je suis quelqu'un de super chill, normal. C'est pas forcément moi, quoi. Après, tu peux pas dire aux gens, n'écoute pas ma musique et ne la laisse pas te donner des... Ici, on parle souvent d'engagement fort. Tu le sais, et tu connais évidemment Akaïda qui a été prof, donc c'est un engagement qu'on porte d'aider et de donner de la connaissance à d'autres. Toi, cet engagement, dans toutes ces années où tu étais très peu engagé, à part donner du plaisir, ce qui est quand même une sorte d'engagement pour l'artiste, mais c'est vrai que moi je vois très souvent des artistes qui sont à très, très engagés, un Gaël Faye ou un Grand Corps Malade, à d'autres qui... c'est pas forcément le sujet. Toi, tu te situes où là-dessus? C'était un sujet important, l'engagement, je pense que je suis un artiste. Je pense que je suis un artiste de création et un homme d'engagement. Même à cette période-là, on le voyait pas, mais je m'engageais très fortement auprès de l'hôpital Necker, mais je voulais pas que ça se sache. Chaque année, à mon anniversaire, je ne le fêtais pas parce que j'étais avec les équipes des gilets jaunes. Les équipes des pièces jaunes. J'aurais pu être avec les gilets jaunes aussi, mais... En fait, la cause des enfants, de manière générale, a toujours été une cause importante pour moi. Après, je pense que je commence à peine à savoir mesurer mes propos, à savoir... L'engagement, pour moi, a quelque chose de... En plus, on est un peu comme ça chez les Libanais, on parle avec les mains, on parle fort, et on a l'impression qu'on est énervé de tout. Je te dirais que je suis quelqu'un... Ceux qui me connaissent dans la vie privée savent que j'ai des positions très fortes sur beaucoup de sujets. Parfois même, c'est difficile de me faire changer d'avis sur un truc, tellement j'ai une vision obtuse sur les trucs. Donc, j'essaye de manière générale qu'on le devine dans les projets que je fais. C'est pour ça que je dis que mes projets sont plus confidentiels aujourd'hui. Tu lis les textes et tu te dis, je pense qu'il veut dire ça, ou dire, plutôt que de l'exposer de manière très forte. Et surtout, j'ai un père pour lequel j'ai un amour et un respect inconditionnel et que je considère être ce que je connais de plus près de la sagesse absolue. Ça paraît fort comme ça, mais tous ceux qui le connaissent savent qu'il ne parle jamais en premier, il ne s'énerve jamais en premier, et tu as l'impression pourtant qu'il écoute et qu'il boit toutes tes paroles et qu'il les synthétise et qu'il y réfléchit. Et il m'a toujours dit, réfléchis avant de parler de quelque chose d'important. Tu vas être instinctif sur plein de trucs, la création, ta musique, machin, etc. Il y a un truc qui te touche, et tu veux te révolter ou tu veux t'énerver, c'est très important que la première étape soit la réflexion. Et c'est vrai que j'ai beaucoup intériorisé beaucoup de choses, et là j'ai l'impression que je rentre dans une phase de ma vie où je commence à savoir ce que ça veut dire, de prendre le temps de... J'avais mis un post au moment des attentats du 7 octobre, où j'avais... C'est peut-être là où le conseil de mon père avait été le plus précieux. C'est que là, tout d'un coup... J'avais envie d'exprimer une énorme colère, non seulement sur les attentats, mais parce que je connaissais l'histoire par cœur de ce qui allait suivre derrière. Par cœur. Et en même temps, je ne voulais ni prôner l'un, ni prôner l'autre. J'étais en désaccord avec toute une partie de l'un et en désaccord avec toute une partie de l'autre aussi. Et j'ai mis un texte où je demande à ce qu'on puisse prendre du recul et réfléchir. Et tu pouvais l'interpréter comme un texte un peu Miss France, et on veut la paix, machin. En fait, tout le monde s'aime. Ce que ça voulait juste dire, c'est tout le monde va dire des conneries là. Et tout le monde va monter dans les tours, et on est reparti sur une division terrible, où on va se mettre les uns contre les autres, et on va surtout demander aux gens, à nos amis, à nos entourages, à nos connaissances, de prendre parti. Voire même pire, de penser comme nous. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait sentir... pas libre du tout et très enfermé. Comment le réseau a réagi à ça? Il y en a qui l'ont mal pris. Ouais. Donc tu as retrouvé ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as eu les gars qui ont très mal pris et les gens qui ont aimé à nouveau. Je n'y peux rien. Je suis d'accord avec eux. Ils n'ont pas besoin de bien ou mal le prendre. C'est juste qu'il n'y avait ni droite ni gauche dans ce que je disais. Il y avait le fait de dire juste... Et donc, tu as les uns qui vont dire, si tu dis rien, c'est que tu es d'accord avec ça. Et les autres qui disent, si tu dis rien, c'est que tu es d'accord avec eux.
Donc ça, c'est l'apprentissage de ton papa, on en parlait tout à l'heure, Charlie, ou Ralil, c'est ça, Ouais. c'est son nom. Et puis il était commerçant, qui a été aussi, lui, qu'on a sorti un peu aussi de sa boutique, Bien sûr, il a été de ses exproprié. boutiques, exproprié de ses boutiques, qui étaient des boutiques de lingerie à Beyrouth. On parle de ton projet, justement, des projets que tu as fait. Là, ton projet s'appelle Place de L'Oréal. Même chose. À quel moment c'était venu cette idée, plutôt cette volonté d'un nouveau projet, d'un nouveau écrire, produire, toi, d'être en situation, en fait? Je sais pas d'où viennent. En fait, c'est. Tu parlais de Gaïa, tu parlais de Plein ta de choses que maturité. je vivais en ce moment. Le fait d'avoir justement peut-être plus envie de chanter que de rapper. J'avais envie de poser ma voix différemment. J'écoute beaucoup de musique électronique ces dernières années avec des albums ultra inspirants. Et puis peut-être aussi, c'est que j'ai réalisé pendant la tournée tu sais, j'avais fait la tournée des 20 ans de Femme Like You, où j'étais parti pour faire, je sais pas moi, je me suis dit je vais faire 7-8 dates pour retrouver un peu le public. Et là j'en ai fait 50. Et c'est la première fois de ma carrière où j'ai l'impression que j'ai pas de pression, que j'ai pas de stress, que j'ai pas d'enjeu et que je peux faire de la musique avec les gens de manière généreuse. C'est facile de faire de la musique égoïste chez toi, tout seul, comme j'ai toujours fait après cette période où je décide d'arrêter. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a 40 000 personnes devant toi. Et à aucun moment, je me suis senti comme une pop star légère. C'était bien. J'étais bien. J'ai trouvé que j'avais un équilibre et ça m'a donné envie de retourner au studio en me disant, peut-être qu'on peut aussi faire un projet qui va nous ramener sur scène. Donc, Place de L'Oréal a été pensée pour aller jouer ça sur scène. Parce que s'il y a un truc qui m'a manqué dans cette longue période où je considère que je suis encore dans l'ombre aujourd'hui, même si je sors encore des projets, je suis encore un artiste de l'ombre. Mais le seul truc qui manque de cette période folle de 2004 à 2007, c'est la scène. Ça, c'est quelque chose... donc j'ai même continué, je mettais même des clauses sur certains contrats qu'ils n'avaient pas le droit de faire de promo sur le fait que je fasse un concert et tout, juste pour que ça reste maîtrisé au maximum et que je puisse préserver cet anonymat que j'ai mis quand même près de 10 ans à retrouver. Et cet équilibre de vie, le fait de pouvoir permettre à ma famille, à mes enfants d'évoluer avec ma carrière, mais sans qu'il y ait d'impact sur eux, sur leur vie personnelle. Et là, j'ai senti que sans mettre ni de clause dans des contrats ou quoi ou qu'est-ce, je sais pas pourquoi, c'est mon instinct qui me disait, là, je pense que j'ai atteint un certain niveau de maturité, mon public aussi, que je peux faire de la musique maintenant sans rentrer dans le système, sans pousser le truc pour avoir des scores. Ça y est, les scores, je les ai faits. Je suis très content de ce que j'ai fait, donc je cherche plus le score aujourd'hui. Ce que je cherche, c'est proposer des choses différentes aux gens, montrer aux autres artistes qu'on peut prendre des risques, qu'on peut ne rien s'interdire. Et c'est cet alignement que tu cherches, quoi. Cet alignement, je pense. Du moins, c'est super cool de pouvoir le faire. Là-dessus aussi, puisque tu nous dis chanter, plutôt que rapper, j'ai envie d'entendre quelque chose. Tu t'en souviens comme des textes de Place de L'Oréal? Oui, ça dépend. Ça alors. Ça veut dire, qu'est-ce que je peux... c'est que tu préfères, c'est que tu as envie, c'est que tu as envie de nous donner. Moi, j'ai envie que tu vois justement que les gens qui nous écoutent... Tu vois, je vais avoir le même problème là. Alors, oh putain, là ça m'ennuie là. Tu veux que je te fasse le prompteur? Non, mais attends, faut juste que je retrouve comment commence par exemple Cœur Pyromane. Je te fais le refrain alors. Vas-y. Ça fait si demain je meurs, est-ce que tu te rappelleras que je n'ai jamais eu peur de rire et de pleurer dans tes bras? C'était pour qui quand t'écris ça? Ma fille. Ta fille? Donc toi, il y a un gros sujet où t'as ton petit Paul, qui est ton grand Paul maintenant, et ta petite Gaïa qui grandit. Moi, je t'ai vu, je vous ai vu avec ton épouse Anne-Sophie, avec eux. Je vois un amour inconditionnel, là. J'ai l'impression que toi, tu parles de Gaïa, mais c'est la même chose avec Paul. J'ai l'impression que ils vont... Paul était d'ailleurs sur un de mes projets que j'avais fait, où il a sa voix sur une de mes chansons. Mon point, c'est que j'ai l'impression quand même... Ils vont pouvoir demander quand même pas mal de choses. Je pense que tu vas quand même accepter beaucoup de choses.
J'accepte beaucoup de choses. Heureusement que j'ai une femme forte, avec un très gros caractère, géniale, qui a les Anne-Sophie. épaules extrêmement solides, parce que c'est souvent elle qui... C'est elle le bad cop, hein. Plus pareil sur un sujet. Hein. Sur certains sujets, elle me laisse bien tout seul quand même, mais la majorité des sujets, c'est elle qui vient resserrer la vis parce que... Tu déconnes, Cyril, tu veux pas accepter ça. Ouais. On va continuer et on arrive à la fin de notre discussion avec une autre pause, et c'est une autre pause familiale. On vient d'en parler, une question de ta femme. Ah. Hello chérie, petite question. J'aimerais savoir ce que tu aimerais que nos enfants gardent de toi comme souvenir. Putain. Non pas le côté artiste, etc., mais vraiment d'un point de vue humain, notamment par rapport aux valeurs. Voilà, qu'est-ce qui pour toi serait le plus important qu'ils aient comme souvenir de leur père? Ah, c'est ma chérie, ça. Trop mignon. C'est une super question. S'il devait garder quelque chose, le souvenir. J'aimerais qu'il garde... C'est pas facile comme question. Hein. J'aimerais qu'il garde un souvenir de l'homme libre que j'ai toujours cherché à être. Parce que je pense que ça fonctionne dans tous les domaines qui nous passionnent, dans les domaines qui nous font peur, dans les domaines qui nous obligent à réfléchir pour prendre des décisions. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on a besoin d'argent pour être libre, d'après toi? Non, mais absolument pas. J'ai rencontré des gens... Tu sais, si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais fait une carrière soit dans la finance, soit dans le droit. Et je me serais retiré à 45 ans. Tu avais arrêté les études comme ça, ça aurait été un peu compliqué. Mes avocats m'ont dit que j'aurais pu y arriver tellement ça m'intéressait, tellement Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de se retirer, de pouvoir profiter... On doit tous travailler, on doit faire grandir nos enfants, leur donner à manger, les envoyer à l'école, il faut qu'on travaille. Mais j'ai toujours eu ce truc de me dire, il n'en faut pas plus qu'il n'en faut. Et deux, il doit y avoir un moment où on n'est plus otage de ce cercle. Un peu comme ce que je te disais sur la musique. Et je sais pas pourquoi je me suis toujours vu me retirer assez tôt, quelque part à la campagne, dans une petite maison qui n'a pas besoin d'être si formidable que ça. À côté d'un golf, quand même. Ouais, faut pas qu'elle soit trop loin d'un golf, quand même. Et tu sais, les clubs, ça dure longtemps. Donc, t'as même plus besoin de beaucoup d'argent après, une fois que t'as acheté tes 18 séries. Non, mais tu vois, la liberté, c'est aussi de s'affranchir de plein de choses. Tu peux pas t'imaginer, je pense que tu le sais et que tu dois en avoir beaucoup autour de toi. Mais tu sais, quand on arrive à ces âges, 40, 45, 50 ans, et qu'on voit ces types qu'on connaît, et on a l'impression que they're chasing. Et t'as presque envie de lui dire, mais mec... Tu cours après quoi, ça? Ouais, et jusqu'à quand? Et combien? Non, mais parce que t'as un chiffre, je sais pas, il parle d'argent. Et tu te dis, mais à quel moment tu vas pouvoir... Ok, t'as travaillé, t'as investi cet argent, t'as un peu de quoi vivre. À quel moment tu profites de ta liberté? Donc c'est quoi ton pourquoi? Parce que là, c'est ce que tu es en train de dire, toi. C'est quoi ton pourquoi? Tu as trouvé ton pourquoi? Pourquoi t'es là? Je sais pas si je l'ai trouvé, mais oui, je cherche cet équilibre où je n'ai plus de raison valable de faire les choses. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait parce que j'ai fait attention à mon argent. Mais ça, il faut de l'argent pour ça. Pas nécessairement. Ça aide quand même. Mais bien sûr. Mais cet argent-là, à un moment donné, tu fais quoi? Tu le gagnes, tu le crames. T'as des gens... Le fait, déjà... Moi, je suis passé de beaucoup d'argent à réaliser en fait que si je fais le compte, vraiment, à part des bagnoles, des machins, des ci, des ça, t'as besoin grande partie de cet argent, je l'ai utilisé pour des choses qui n'ont pas marché, pour des choses qui ont servi aux autres, etc. Je ne suis pas en train de faire le discours du mécène. Ce que je dis juste, c'est que fondamentalement, tu regardes ma vie avant les très gros succès, après les très gros succès, etc., on a tous un espèce de minimum qu'il faut jamais chiffrer parce que c'est toujours vulgaire pour l'un ou pour l'autre, mais un espèce de minimum de confort en fonction de ce qu'on a connu et en fonction de ce qu'on a pu gagner, etc., qui suffit. Et c'est le fait de réaliser ça, c'est aussi une première étape vers la liberté. Bah, moi, oui, c'est de ne manquer de rien, que mes enfants puissent avoir ce qu'il faut, pas trop. L'idée, c'est pas non plus je suis pas dans ce truc il faut leur... Je veux qu'ils puissent avoir aussi leur vie, on sera là pour pouvoir les aider, leur donner un coup de pouce, mais il faut qu'ils se débrouillent, il faut qu'ils y arrivent et qu'ils aient envie. Absolument. Toi, tu dis souvent, tu parles de hustler, donc en français, c'est quelqu'un c'est entre la rage et la volonté, c'est d'y aller. Ouais, la gagne, le fait d'avoir envie, mais la gagne... Parce que l'argent peut
peut vraiment limiter cette rage? Ah, je pense complètement, moi. Après, pour moi, les exceptions, elles sont dans l'autre sens. On connaît, toi et moi, des héritiers qui viennent de grandes familles et qui travaillent plus dur que des hustlers qu'on connaît. C'est quand même... C'est moins le cas. C'est moins le cas. Cyril, on termine par 2 questions. La première, c'est qui tu aimerais avoir ici, écouter dans le futur, que j'invite ici, qui prenne ta place maintenant que tu as vécu ce moment, j'espère, qui s'est bien passé avec moi. Si c'est très bien passé. Qui j'aimerais que tu reçoives ici? T'as des questions. Parfois, il faut réfléchir. Non, mais elles sont vraiment fichier, bien, de réfléchir. Quand elles te tombent dessus comme ça, vous le réfléchir. Il y a 2 personnes qui viennent en tête, tu vois. Vas-y, ça n'a rien balance. à voir. C'est Raphaël Quénard et c'est François Hollande. La connexion entre Là, les je te deux. jure, je te les ai sortis Là, comme ça. comme ça, d'accord. Non, mais François Tu les Hollande, connais, les deux? J'ai croisé François Hollande une fois et j'ai jamais croisé Quénard, mais je trouve qu'en termes de d'âme libre, un peu comme ça, quasiment impossible à saisir, mais pourtant très instinctif, très philosophique. Je trouve que Quénard a ce truc qui me fascine chez lui, et je pense qu'il va encore lui arriver des très belles dingueries à venir. Et Hollande, je dois l'avouer, c'est quelqu'un que dans ma culture nord-américaine, je comprenais pas. C'est un ovni, c'est ça qui Je passe. comprenais pas. Et après qu'il ait fini d'être président, donc qu'il ait terminé son mandat, on dirait que naturellement, j'ai commencé à m'intéresser. Je le trouve drôle, assez marrant, foncièrement intelligent. Et ce truc de président normal, un peu caricaturé parfois, etc. D'abord, je sais ce que c'est. J'ai eu un personnage quand même un peu lourd à porter à un certain moment. Je n'y vois rien quand je creuse un peu dans le bonhomme, donc je serais curieux avec ta manière d'aller creuser les sujets et de t'intéresser vraiment aux gens qui sont en face de toi. Je pense que tu peux sortir de ces 2 personnages qui n'ont rien à voir des choses hyper intéressantes. Et dernière question, la pause. Toi qui peux en faire, t'aimes la faire où aujourd'hui une pause? C'est quoi à quel moment tu le fais dans la semaine ou dans le mois? Où t'aimes faire une pause? J'aime bien faire des pauses dans la semaine. Il m'arrive aussi de travailler les week-ends. Enfin, je travaille un peu tout le temps. Il y a un endroit où tu vas, il y a un instant où tu le fais. Je vois ce que tu veux dire. Il va me parler du golf. C'est parti. Non, mais tu sais, on a tous des exutoires comme ça. Moi, j'aime être dans la nature. J'aime être avec des gens que j'aime. Donc, t'aimes marcher, j'aime marcher, faire ce sport, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps. Plus on vieillit, plus c'est important. Donc, mais sinon, c'est je suis pas sûr qu'Anne-Sophie soit hyper contente de ta réponse. Si, elle comprend. Au contraire, elle trouve ça plôt sain que elle est contente, pendant 4 heures, t'es pas là. Hein. Mais généralement, je peux même le faire sur une. Tu vois, je me lève très très tôt le matin. C'est vrai que donc, tu te lèves très tôt. Parfois, t'es revenu, tu ramènes les croissants. Voilà, et je travaille. Donc t'aimes ce moment-là. J'aime ce moment-là et j'aime la sieste. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. Et ça, je peux le faire un peu n'importe où à partir du moment où j'ai un peu de calme et tout. J'ai appris à faire ça, pouvoir s'endormir 15-20 minutes maximum. Et ça, c'est la pause Kit Kat. Camarade Camar. Merci, il faut pas nommer de marque. Tu fais ce que tu veux. Vas-y, tu vas tout me les sortir. Mars, Twix, Bounty. Vas-y, balance. Cyril, moi je t'appelle Cyril, voilà. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé merci d'avoir pris ton histoire. C'est super gentil, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.